Émission 925. Cette semaine, Doctor Strange of Asgard, volume 1. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. À l'ensemble! Ben non, merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres ont plus d'un tour dans leur sac. On parle de Doctor Strange, tour magique, les présente à l'instant. Quand on dit que c'est arrangé avec le gars des vues, ben c'est de lui qu'on parle, le cinéaste Johan Carlis. Elle est avec nous. T'es bien occupé pour ça, d'ailleurs. Oui! Oh, Seigneur! Mais là, il faut que ça débloque. Mais tu sais, c'est beaucoup de travail en amont pour que les choses se passent après. Mais c'est bien agréable. C'est le fun. Je serais bien maudit de me plaindre. Ben, c'est mieux que l'inertie, hein. Fait que... Oui, exactement. Roche qui bouge n'amasse pas mousse, Benoît. Oui, roche qui roule ou n'avance pas mousse. Oui, je peux te confirmer ça. Absolument. C'est quoi j'ai dit? Ben, je sais pas, j'écoute pas. C'est proche, c'était proche. Pour les gens qui écoutent en direct sur les plateformes Twitch, YouTube et Facebook Live qu'est-ce que vous faites à écouter ça en live? C'est pas ça qu'on veut. On veut pas que vous écoutiez ça en vidéo, écoutez ça en podcast. Non, mais écoutez ça en live parce que vous avez accès au pre-show, la meilleure partie du show. Je me suis retenu dans le pre-show parce qu'on parlait de Dragon Ball, puis je me suis retenu parce que je voulais peut-être, encore qu'on en parle pendant le show, d'en garder un peu. Tu peux en parler dans le show. Écoutez le pre-show, c'est là la magie. Le reste, je veux que le monde écoute le podcast en audio. Mais ce que j'allais dire, c'est que vous remarquez que je n'ai pas de barbe cette semaine parce que je me suis rasé pour la parade du Père Noël. Parce que le Sapin et les Boules, le projet auquel Johan et moi on participe, le projet durant lequel il y a le film Le Sapin et les Boules, Christmas Vacation en version anglophone qui est diffusé dans le théâtre, dans le Club Soda. Et nous autres, on refait des scènes en dessous. Ben, on a participé à la parade du Père Noël qui a traversé une partie de la ville de Montréal, le centre-ville de Montréal, durant le week-end. Donc, je suis frère rasé pour Rusty, que quoi, là, je commence à avoir un petit 5 o'clock shadow. Ça me dérange pas. Je trouve ça vraiment bizarre. Je m'étais habitué à ma barbe. Je m'ennuie. Mais là, je vais devoir me raser à nouveau parce que du 18 au 21 décembre prochain, j'échappe mon carnet. On va faire des diffusions des représentations du Sapin et les Boules au Club Soda. Il y a des billets en vente dès maintenant. Il y a même une représentation le dimanche après-midi, le samedi après-midi pour les enfants, les plus jeunes, si ça vous tente d'aller... Oui, mes enfants viennent! Ben, c'est ça, exactement. Puis ça vaut la peine pour vrai. D'ailleurs, j'ai remarqué que durant la parade, plusieurs enfants avaient un air débutatif sur leur visage. Devait se demander c'était quoi cette gang-là avec un char et un sapin. Oui. C'est la faute aux parents. Élevez vos enfants correctement. Faites-leur écouter Le Sapin des Boules dès un jeune âge. Mes enfants l'écoutent depuis qu'ils sont tout petits. Là. Bon, tu vois, ça c'est parenting done right. Moi, je les élève correctement, mes enfants. Allez, peuple québécois, élevez vos enfants de façon... correcte. C'est ça. Amenez-les au pire au sapin. Élevez-les comme si TQS existait encore. Ah oui, je m'ennuie de TQS. Des fois, je m'ennuie vraiment de TQS. Moi, pour de vrai, je m'ennuie de TQS. Ouais. Hey, mais en passant, c'est ça. Il y avait... il faut dire qu'il y avait comment t'appelles ça? Le K-pop Demon Hunter en arrière de nous autres? Avec de la musique puis des danseurs. Fait que ça attirait vraiment plus l'attention. Là. Puis y a-tu quelque chose qui fait plus Noël qu'un dessin animé avec la chanson de... On était dans la section de la parade qui s'appelle Cinéma. On avait d'ailleurs une chanson en repeat qui nous a fait fondre le cerveau avant de commencer. Fait que je pense que ça faisait partie de cette section-là. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais c'était cool pour vrai. Là. C'est juste que c'est... Hey, mais quelque part, vous aviez aucune chance. Le K-pop, c'est gigantesque. Là. Non, c'est gigantesque. Énorme comment c'est populaire. Les enfants jetaient un regard sur nous autres et tout de suite, quand ils entendaient la musique, oublie ça, on était oblitérés. On n'était plus là pantoute. Mais il y a une couple de papas et de mamans qui, eux, on faisait le lien. Les enfants, c'était autre chose. Mais... il a fait découvrir le film durant la représentation, les représentations qui vont avoir lieu à la fin du mois de décembre. D'ailleurs, on a des répètes là, qui s'en viennent. Je suis quand même content de l'expérience. C'était assez particulier. Moi, mon personnage dans le film et durant la parade porte un jersey des Blackhawks de Chicago parce que l'histoire se passe à Chicago dans les années 80. Et donc, pendant qu'on attendait pour que la parade commence, il fallait être là quelques minutes avant, quand même un bon petit moment avant.
j'attends, je suis debout avec les autres membres de l'équipe. Puis à un moment donné, on me pousse en arrière de moi. Puis là, je me retourne, puis là, je m'attends à quelqu'un de l'équipe, de la troupe, des gens que tu connais, qui fait une petite blague. Puis c'est fucking Youpi, la mascotte du Canadien, l'équipe de hockey des Canadiens, qui est là. Puis là, je le regarde, j'ai Youpi dans ma face, je suis comme, qu'est-ce que tu veux? Puis là, Youpi peut pas parler parce que c'est une mascotte. Fait que là, il pointe mon jersey comme de façon un peu fâchée. Je dis, ben là, puis là, je me suis retourné, puis j'y ai pointé, c'était marqué Griswold dans l'arrière, c'est le nom de la famille, tu sais, dans l'arrière mon jersey, puis je suis parti, je suis comme, hey, ce que tu veux. Et Simon, qui joue Clark, le paternel du fait, m'a comme pris comme dans ses bras viens-t'en, comme on y porte pas attention. Mais peu de temps après m'être fait boulier par Youpi, hein, quand même. Boulier par Youpi. Je passe à côté d'une troupe de jeunes enfants. Je pense que s'il y avait 11 ans max, c'était beau, là, mais je pense qu'il y avait au moins 8-9 ans. C'était comme une équipe de hockey Pee-wee ou je sais pas quoi. Fait que toute l'équipe au complet, la trentaine de jeunes, bouh! Boué par une équipe de hockey. Fait que, tu sais, Rusty, mon personnage, a tout le temps un peu une phase de je m'en crisse. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je les ai regardés. J'ai fait mon kayfabe. J'ai joué le kayfabe. Mais c'était juste drôle. T'as bien fait. Je me fait boulier par Youpi et une troupe une gang. Voyons, je te fallait pas trouver le mot. Une gang, une équipe, voilà, de hockey mineur qui m'insulte. C'était spécial. Parce que moi, j'étais pas là à la parade, mais quand tu me l'as écrit, sur le coup, tu as marqué Whoopi. Au lieu de Youpi. Ouais, au lieu de Whoopi. Puis là, je voyais Whoopi Goldberg qui était comme habillé en nonne, qui était en train de te boulier. Là. Quoique ça aurait été une Christie de bonne anecdote. J'aurais été bien content. Mais je sais pas si on va le refaire l'année prochaine. C'est pas mon cas à la faire. Anyway, c'est le projet à Jarrett. Mais c'est spécial. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je m'attendais à avoir du monde, mais il y avait énormément de monde rassemblé au centre-ville. J'ai jamais vu autant de personnes rassemblées à la même place qui me regardent là, en même temps. Là. C'est très spécial. Puis après, on a pris un autobus pour revenir au point de départ, à l'hôtel, où est-ce qu'on avait nos affaires à nous autres. Puis on est resté pognés dans le trafic parce que tout le monde essaie de quitter le quartier en même temps. On était pognés une demi-heure avec une troupe d'elfes, de jeunes enfants qui avaient peut-être entre 12 et 14 ans. C'était spécial. J'avais hâte que ça finisse, bien franchement. On était un peu tannés à la fin. C'était quelque chose. Mais c'est une belle expérience. On l'a vécu. Puis on a fait un petit peu de pub pour l'événement qui va avoir lieu les 18, 19, 20 et 21 décembre prochains à la fin du mois. Donc, grosse fin de mois pour les Mystérieux Étonnants. Et le 22, le lundi 22, on a notre spécial de Noël, d'ailleurs. Donc, ça va être une succession. On va être bien fatigué le 22, mais oui, le 22, ça sera pas facile. Mais on va vous donner un bon show. Un bon pré-show. Il va y avoir un pré-show. Ça va être la meilleure partie du show. Il n'y a pas de pré-show. Venez pour le pre-show. Le show va être correct. Rester quand même, mais le pre-show va être malade. Ouais. On va faire un effort de conscient pour essayer de pas se... L'année passée, on avait l'air vraiment fatigué. Il aurait fallu le maquiller un petit peu. Là, oui, peut-être, mais on n'avait pas beaucoup dormi. On venait de faire un marathon de théâtre. Ouais. C'est quand même demandant. Mais là, cette année, on va être meilleur. Oui, on va être définitivement meilleur. L'année passée, on avait le réalisateur du film qui était présent, un Québécois. Jeremiah Chick. Puis cette année, il n'est pas là. Fait qu'il y a comme moins de pression, je trouve, pour moi. En tout cas, là, je vais le faire, je suis là pour le fun. J'étais là pour le fun l'année passée aussi, mais le fait que le réal n'est pas là, j'ai l'impression que ça va être plus smooth. Donc, j'imagine que ça va aussi aider sur le niveau d'énergie durant les prochaines journées. Oui, c'est ça. Il y avait comme... Ça rajoutait comme une tension. Pas une tension, mais une pression. Je veux être bon. Parce que c'est l'œuvre de ce monsieur et je veux lui rendre honneur. Et Ouais. Puis de toute façon, il était batté, fait qu'il n'a rien marqué. Si vous voulez acheter des billets... ce gars-là, il était vraiment content que le weed était légal au Québec parce que... Il habite en Californie maintenant, je pense que c'est légal. Oui, c'est ça. Il aime son herbe. Il aime son herbe, tant mieux. Il était sympathique. Il était très sympathique. J'étais pas là parce que mes enfants faisaient un tournoi de jiu-jitsu. Je vais juste me vanter une seconde. Oui. Un moment de papa qui se vante. Mes enfants ont été en jiu-jitsu et ils ont... Damien, mon garçon, a gagné ses 2 divisions, 2 médailles d'or. C'est pas fait compter un seul point. A gagné tous ses matchs. Il est donc bien fort, ton kid, man. Il n'a pas perdu un match. Puis, j'avais passé comme un mois
à le préparer pour lui dire, c'est ton premier tournoi, ça va être du monde qui en ont fait plusieurs, ça va être tough, attends-toi pas à gagner, mais tu t'en vas là pour apprendre, puis devenir meilleur, puis tout ça, pour pas qu'il soit déçu. J'essayais, qu'il ne se mette pas d'attente, qu'il aille, puis qu'il fait juste qu'est-ce qu'il a, sa compétition. Puis, en fin de compte, il a dominé. Il a dominé, il a été fantastique. Il a tout arraché. Il a tout arraché. Puis là, après, ma soeur était là, Anouk, co-réalisatrice, et était là, puis là, mon père n'était pas de dire, tu gagneras pas, ça sera pas facile, puis j'ai tout gagné, j'ai 2 médailles d'or. C'était vraiment cute. Fait que tu as encouragé tes enfants à failer, c'est ça que tu es en train de dire. Ah oui. Non, ben pas encourager. Je voulais juste pas, je voulais les préparer parce que c'est difficile ton premier tournoi, c'est intimidant, il y a beaucoup de monde, tout ça. Je voulais qu'ils se sentent à l'aise, puis de juste être eux-mêmes. Mais ils sont bons tes kids de performer devant le public, parce que dans les cours, autant que dans les compétitions, tu performes devant des familles, d'autres compétiteurs, donc il y a quand même une pression. Moi, jeune, à leur âge, j'aurais jamais été capable de faire ça devant un groupe de parents. Ils ont plus de drive que j'avais. Mm-hmm. J'espère que c'est un peu grâce à moi. Ben, c'est sûr que je suis un bon papa. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup de drive. Puis je les ai trouvés très, très bons. Édouard a eu 2 médailles de bronze. Il s'est vraiment tout donné. Il a vraiment. Donc les deux ont gagné des médailles. Oui. Wow. C'est vraiment. J'ai eu un moment très, très fier de papa parce qu'il y a plein d'autres papas autour qui me disaient « Ah non, tu vas voir, les autres enfants, c'est des monstres. T'avais raison de leur dire parce qu'ils sont vraiment venus pour apprendre et tout. » Puis en fait, c'est que je voulais me vanter. Je voulais prendre ce petit moment-là pour vanter mes enfants. Ils ont très bien fait dans leur tournoi. Excellent. Hey, pour le sapin, puis après on va clore ce chapitre-là. Oui. Le site internet, c'est lesapinsalesboules.com, boule avec un S. Donc, on a vraiment une adresse dédiée au projet. Donc, allez acheter des billets. Puis, on vous rappelle que lorsque Johan et moi, on marche ensemble lors d'arrivée des grands-parents. On essaie de se casser. On essaie de se casser. On rappelle le fait de la futilité de toute chose et à quelques points, ça sert à rien. Puis, on meurt tout seul anyway. Puis... C'est un vraiment beau spectacle. Ouais, c'est le fun. Encore cette année, on rajoute des scènes, ce qui est très, très, très excitant. Puis je veux lancer des fleurs à Simon, celui qui joue le papa, Clark. Clark Griswold, excellent acteur. Il y a beaucoup, beaucoup du spectacle qui repose sur ses épaules. Il est très, très bon, très sympathique, fantastique. Mais c'est vraiment le fun. C'est un gros party. Là. Si vous ne l'avez pas vécu, là, venez, parce que l'année passée, je capotais comment que la foule réagissait. C'est comme vraiment le fun. D'ailleurs, c'était la fête à Simon en fin de semaine. Donc, Simon du Sapin les Boules. Et c'était aussi la fête de notre ami Laurent Boutin. Donc, bonne fête, Laurent Boutin. Et là, c'est pas une joke, parce que je sais que c'est quelque chose qui revient souvent. Le leitmotiv, c'est bonne fête, Laurent Boutin. Mais non, c'était vraiment son anniversaire en fin de semaine. Bonne fête, Laurent. Yes. Hey, tu veux-tu commencer les nouvelles, Johan? On va parler de culture pop, c'est pour ça qu'on est là. Vas-y donc, dans tes nouvelles, tu parlais de la Steam Machine. Oui, la Steam Machine, ben là, on n'a pas le choix d'en parler. Steam nous a surpris tout le monde avec l'annonce de leur nouvelle console, la Steam Machine. Donc, on va avoir une console littéralement Steam. Okay. Ça va être un mini PC qui est adorable. Il est tellement cute. C'est un genre de petit cube que tu vas pouvoir changer la plate en avant, là. Oui. Pour la personnaliser. Mais le petit cube, moi, j'aime les choses la guinée minimalistes. de console. De la guinée de console. Wow, c'est excitant, Benoît. Ça, c'est le fun, ça. Puis, je la trouve... Moi, j'aime les choses minimalistes. Elle est toute petite, elle est carrée, elle est belle. C'est pour ça que je la trouve belle puis que je trouve le PlayStation 5 particulièrement laid. Parce que le contraire du minimaliste, il est comme vraiment intense. Il est tellement laid. Puis là, les fans de PlayStation, on ne vient pas d'insulter votre mère. Non, c'est ça. C'est une opinion subjective. Le contenu puis les jeux, c'est génial sur PlayStation. Là. Vous perdez rien de ça. Le contenant, le look est tellement laid. Mais là, je trouve que le design de la petite Steam Machine est vraiment belle. La puissance devrait être dans les alentours d'une PlayStation, entre une PlayStation 5 et une Xbox Series X, comme dans la puissance, ce qui est, je pense, une bonne idée. Parce que
je regardais aujourd'hui, il y avait un jeu. Il y a eu un showcase dernièrement de jeux vidéo, puis je regardais les jeux. Puis il y a Zoopunk. Je pense que tu as vu le trailer toi aussi. Oui, il ça était posté super, dans le Discord. Mm-hmm. Puis, t'as-tu vu les graphiques? C'est super beau. Capoté. C'est vraiment beau. Puis je me suis posé la question en regardant le trailer. Je me suis dit, je pense que c'est ça. On n'a pas besoin de vraiment beaucoup plus que ça. Là. Je pense qu'on est rendu à, si on veut plus de jeux, c'est ça le niveau. En bas de ça, c'est correct aussi. Mais tu sais, si on veut comme des showcases de graphiques, je pense que c'est ça le niveau. Puis on n'a pas besoin de beaucoup plus parce que ça va faire juste que les budgets vont encore continuer d'exploser. On ne rentrera pas dans notre argent. Puis on n'a pas besoin de plus beau que ça. Je pense qu'on est... C'est un beau niveau. C'est un beau niveau. Ça fait que je trouve que l'idée de sortir une console de cette puissance-là, c'est une bonne idée. Elle va jouer ces jeux-là à 60 frames secondes, en 4K, puis c'est parfait, puis on n'a pas besoin de plus que ça. Moi, j'ai des questions, parce que je ne l'ai pas vu passer. C'est quoi la différence? C'est que c'est comme un mini PC, finalement? C'est vraiment un mini PC. Ouais. L'affaire, c'est que ça va être sur le SteamOS, qui roule sur Proton. C'est un peu de la magie, le SteamOS puis Proton. C'est-à-dire que ou presque tous les logiciels Windows ou les jeux vidéo Windows, pas tous, mais beaucoup, fonctionnent sur Linux, même s'ils n'ont pas été codés nativement sur Linux. Okay. Proton, les gens qui codent en arrière de ça sont incroyablement habiles. Et ça donne des super de beaux résultats pour la rapidité à laquelle s'ajoutent les jeux. C'est quasiment meilleur que Windows. Puis dans certains cas, c'est meilleur que Windows. Parce que Windows fait d'autres choses. Là, c'est un OS beaucoup plus complexe. Hein. C'est ça. Mais tu vas pouvoir, si tu veux, tu peux installer Windows sur ta Steam Machine. Et à toi. Ça, quand tu libères l'usager de faire ce qu'il veut avec sa machine, c'est génial. Je trouve que c'est absolument génial. Elle t'appartient, le hardware t'appartient. Fais ce que tu veux avec ta machine. Ça, j'aime la philosophie de Steam pour ça, de Valve. Je trouve que c'est... Oui, non, en fait, tu aurais pu continuer ta phrase. C'est juste une question. Tu sais, il y a des jeux qui sont sortis sur Steam au fil des années qui sont plus, mettons, qui peuvent plus rouler sur le dernier Windows ou le dernier OS parce que, bon, ça date d'une ancienne version. Est-ce que, théoriquement, là, on théorise, là, avec la Steam Deck, il n'y en a pas de problème puis on peut les faire jouer pareil. Fait que je peux payer, mettons, un jeu de 2009 puis potentiellement le faire rouler quand même sur la Steam. Est-ce que c'est comme ça qu'on présente? Non. Oui et non. Parce que je te dirais qu'en général, les jeux, maintenant, les Windows sont vraiment bons pour faire jouer les vieux jeux. Puis tu as des magasins comme GOG, que les jeux qui ne fonctionnent pas, ils vont les réencoder pour continuer de les vendre, puis ils vont les patcher pour qu'ils fonctionnent sur les nouvelles consoles, sur les nouveaux OS. C'est que ça, il n'y a pas de problème. Je te dirais oui et non, parce que Proton reste, même si c'est de la magie, ne reste pas parfait et ne peut pas jouer tous les jeux. Puis il y a certains jeux qui ne fonctionnent pas parfaitement. Mais en grand général, tous les jeux populaires fonctionnent. Okay. Donc, c'est pas vraiment ça. Je dirais pas que c'est ça le appeal. Le appeal, c'est d'avoir un mini PC dans ton salon qui a pas l'air d'une grosse tour, qui est branché sur ta télé, que tu peux jouer, qui a un genre de OS qui ressemble au OS de PlayStation ou de Xbox ou de Nintendo. Donc, que tu peux naviguer avec une manette. Ils ont d'ailleurs annoncé une nouvelle manette. Pour pouvoir jouer à tous tes jeux Steam, puis on va s'entendre, Steam est le juggernaut des jeux vidéo, c'est le plus gros magasin des jeux vidéo, il n'y a rien qui s'approche de ça. C'est gigantesque Steam, c'est pour ça que Microsoft et Sony mettent leurs jeux sur Steam, parce que... Et là, je suis pas mal sûr que Sony, je l'ai dit plusieurs fois, va accélérer leur sortie sur PC. Là, ils vont l'accélérer encore plus, là. Surtout si la Steam Deck... Puis parlons des vraies choses, c'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte? Et voilà. On ne connaît pas le prix. La chose qui est intéressante, qui fait peur un peu, c'est que ils vont la vendre à bon prix, c'est ça qu'ils semblent dire, mais qu'ils ne la vendront pas à perte. Comme souvent, la Xbox, la PlayStation sont vendues à perte. Mais
j'avertis tous les fans de consoles en ce moment, si vous pensez que votre PlayStation 6 ou votre Xbox Next va être vendu à perte, il ne sera pas vendu à perte. Sony a annoncé à ses investisseurs lors de leur dernier town hall qu'ils ne feront plus jamais ça. Maintenant, ils vont vendre des consoles pour faire un profit. Donc, les consoles vont coûter cher. En plus que là, à cause du AI, là, il y a une pénurie de RAM, de mémoire vive. Ouais. Parce que les data centers, ils absorbent tout. Là, ils ont tellement acheté de cartes vidéo qu'ils n'ont même pas assez d'électricité pour faire rouler toutes les cartes vidéo qu'ils ont. Man. Que Microsoft parle de construire probablement son propre réacteur nucléaire. C'est insane, là. On est dans le insane, ça va bien virer quand le réacteur nucléaire va pogner un blue screen of death. Oui, c'est ça. Là, j'ai lu, là, ils réachètent des vieux moteurs d'avion qui redesignent pour en faire des réusinent pour en faire des génératrices d'électricité en attendant qu'il y ait plus d'électricité possible. C'est parce qu'ils sont pas capables de nourrir la bête qui est le AI qui a besoin tellement de jus. Ah, ça va être quelque chose, là. Mais là, veux pas, ces data centers-là, ils ont besoin aussi de mémoire vive. D'eau. Ils achètent tout, d'eau, mais ils achètent toute la mémoire vive. C'est que si vous n'avez pas acheté... Là, je fais une aparté, là, mais si vous n'avez pas acheté une PlayStation 5 ou une Xbox, puis c'est deux consoles qui vous intéressent, achetez-les bientôt. Parce que les consoles vont remonter de prix encore, juste à cause de ça. C'est fou, parce ça. qu'ils prennent toute la mémoire vive, ça va tout en AI. Puis là, il faut qu'ils créent d'autres usines pour en faire d'autres, mais ils ne peuvent pas créer des usines assez vite pour la demande qu'il y a. Je sais pas si c'est moi qui ai inventé ça. Là. Il me semble que j'ai vu une nouvelle à l'effet qu'ils pensent faire éventuellement... Là, on est dans la grosse spéculation, on s'entend, là, c'est pas demain la veille, mais des data centers sur la Lune? J'ai vu ça. C'est qui a soulevé cette possibilité-là? C'est un peu absurde, là. Puis, tu sais, parce que c'est dans l'espace, on va faire moins chaud, t'as pas le problème de chaleur, nanana. Puis là, tu fais envoyer l'information, mais je pense que en partant, je comprends pas pourquoi ils n'installent pas plus de data centers au Québec, parce qu'ils pourraient construire de l'hydroélectricité qui est moins polluant, puis qui permettrait de peut-être créer des emplois ici et tout ça. Là. Ça serait peut-être une bonne chose, mais non, ils mettent leur data center dans l'océan pour sauver sur la température, tout ça. Si ça révolutionne pas autant qu'ils espèrent révolutionner, c'est beaucoup d'investissement pour pas beaucoup de retour. Je sais pas si jamais ils vont pouvoir rentrer dans leur argent de la folie d'investissement qu'ils sont en train de faire. Pour démêler tout ça, la semaine passée, le podcast de Daily du New York Times a fait un épisode consacré entièrement à l'IA et à la soi-disant bulle. Parce que ça, c'est un truc qui m'énerve. Le cynisme par rapport aux nouvelles choses. Ouais. C'est facile quand on n'est pas dans un paradigme d'en rire, mais en même temps, on ne peut pas complètement se diviser des critiques parce qu'elles sont légitimes. Mais pour démêler tout ça, The New York Times a fait un super de bon épisode. Malheureusement, depuis, je pense, il y a quelques mois, de ça, peut-être 3-4 mois, les épisodes plus d'une semaine sont derrière un paywall, le paywall qui est lié à votre abonnement à New York Times. Je suis abonné, fait que tu comprends qu'il n'y en a pas de problème. Regardez-moi! Mais si vous avez la chance à mettre la main dessus, je suis sûr que c'est disponible sur Internet. Vraiment intéressant, juste pour démêler tout ça, prendre en compte les critiques, mais aussi parfois les démonter aussi. C'était vraiment un épisode hyper éclairant. Et ceux qui sont intéressés, qui sont abonnés au Patreon des Mystérieux Étonnants, puis au Discord, j'ai partagé l'épisode dans la section sciences et technologie. J'encourage tout le monde qui sont intéressés par rapport à l'IA, parce que on va en entendre parler encore longtemps. Là. Vous êtes écœurés de nous entendre parler de l'IA ici au Mystérieux. On va en entendre parler encore très longtemps. On va vous en parler encore longtemps. Ça l'affecte tout en ce moment. Ça l'affecte tout. Ouais. Regardez, ça l'affecte les emplois ici, mais ça affecte aussi des choses qu'on n'y pense pas. Tu sais, les consoles n'arrêtent pas de monter de prix. Pourquoi? À cause de l'IA. Pas
parce que ça absorbe tout qu'est-ce qui se fait comme hardware. Et c'est jamais arrivé en aucune génération de consoles que les consoles, avec le temps, augmentent de prix. Ça a toujours baissé de prix. On s'en va pas dans la bonne direction, là. Ah, tu penses? Ouais. J'aurais pu te dire ça il y a 3-4 ans de ça. Peut-être même plus. Ouais. OK, mais toi, mettons, là, on est dans le futur hypothétique. Tu penses que tu vas l'acheter? Tu penses que ça vaut la peine pour toi qui est aussi un PC gamer? Oui, je suis très PC gamer. J'ai déjà un gaming PC. Peut-être que ça me parle moins un peu, mais pour quelqu'un qui n'a pas un PC de gaming, je trouve que c'est super intéressant. Ma raison que je n'achèterais pas un, c'est si les rumeurs de la Xbox Next, c'est réellement ça, un écosystème plus ouvert, que j'ai le côté Xbox plus Steam, plus PC, plus tout ça. Si réellement ils vont pour une console hybride, comme les rumeurs disent, ben là, j'aurais pas besoin parce que c'est comme si j'avais une Steam Machine plus... mon Xbox. C'est que, tu sais, j'aurais tout en un. C'est que je serais super... moi, je serais super content. Là. Date de sortie pour la Steam Machine, on a-tu une idée? Début 2026, selon selon ce qu'ils disent. Mais là, encore là, c'est début 2026. Est-ce qu'ils vont avoir assez de RAM pour en faire assez, pour qu'il y ait assez de ventes? C'est compliqué, là. Puis ils ont sorti... Il faut parler de la nouvelle manette. A l'air un peu grosse. Le design de la nouvelle manette a l'air un peu grosse. Je sais pas si elle va être tant confortable. A l'air énorme un peu. OK. Puis, j'aime pas aussi qu'ils ont placé les deux joysticks. Mais bon, je l'ai pas tenu dans mes mains. Elle est peut-être fantastique. Là. Ouais, c'est ça. C'est peut-être génial. C'est que... ils m'ont fait mentir avant, Valve. C'est que... Puis là, ça a ramené beaucoup de rumeurs autour de Half-Life 3. Pourquoi ça... C'est ça que je comprends pas. C'est rendu une blague. Là. Pourquoi est-ce que ça amène des rumeurs sur Half-Life 3 pour être comme un outil de promotion pour la Steam Machine? Genre le jeu serait disponible avec, un truc comme ça? Ou... Ouais, puis là, il y avait des rumeurs comme quoi que ça serait un exclusif à la Steam Machine. Valve a déjà démenti ça. Alors, on dit qu'il n'y aurait pas d'exclusif sur la Steam Machine. Puis c'est une bonne chose. Il ne devrait pas avoir d'exclusifs. Les exclusifs, c'est juste bon pour les compagnies. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais la rumeur ne démarre pas. Ça se traîne un peu partout. Half-Life 3 serait annoncé d'ici la fin de l'année. J'y crois à moitié. J'y crois un peu. Moi, je suis down, veux y croire. Oui, c'est full bon. Puis je veux y croire. Ça fait que ça l'aide. Puis le 2, le chapitre 2 du 2 est tellement fini sur un cliffhanger. C'est ça. Il faut qu'ils complètent cette série-là à un moment donné. Ils n'ont pas le choix. Puis là, tu sais, la rumeur, des fois, elle part de rien. Tu sais, là, il disait que il y avait un des gros développeurs, une des personnes qui développe des jeux chez Steam, avait été surpris que son Steam account jouait à Half-Life 2 dernièrement. Puis là, c'est comme ça a donné de l'huile dans le feu, comme il rejoue au 2 pour se préparer comme, parce qu'il travaille sur le 3. Puis je suis comme, ouais, c'est mince. Là, c'est très mince comme preuve. Là. Ils ont aussi annoncé un casque de réalité virtuelle. Ouais, ben là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il peut fonctionner indépendant. Ouais. Tu peux juste avoir le casque, mais il va se connecter automatique à une Steam Machine si tu en as une, ou tu peux le connecter avec un PC pour jouer à des jeux plus demandants. Ça me fait penser, man. Tu sais, je pense qu'il y a 2 semaines, quand tu étais avec moi, on a parlé de peut-être pour un futur live, on pourrait utiliser un casque de réalité virtuelle ou essayer de faire une mise en scène par rapport à ça. Puis pas longtemps après, je pense que c'est 2 jours après, même si c'est pas le lendemain, Sébastien Coulombe, qui est le Fun Hub, dans le centre-ville où on a été pour écouter de la lutte, qui est un auditeur des Mystérieux Étonnants, puis un spectateur de Space depuis des années. Là. C'est comme des années, il va à Space. Il est même venu cette année à notre spécial d'Halloween, même s'il il venait d'avoir un kid, il n'a pas manqué de spécial. Très cool, le Seb, merci. Il m'a contacté, puis il a dit « Hey, si vous avez besoin de quelque chose, on peut peut-être s'arranger. » Parce que lui, avant, encore aujourd'hui, il y a mon VR. Pas les voitures, là, mon VR étant en réalité virtuelle. Là. Puis peut-être qu'on pourrait arranger quelque chose qui pourrait être le fun pour un spécial à un moment donné.
Je sais pas ce qui pourrait être fait avec ça, mais en tout cas, ça serait une possibilité. On aurait peut-être accès à du matériel. Ah, ça pourrait être très cool. Ça pourrait être très, très, très cool. Yes. Laissons notre imagination. On va y penser. Ouais. Voguer. Ouais. Puis louer la place là, chez FunHub si vous voulez trouver de quoi dans le centre-ville. Puis il y a une salle en développement bientôt au deuxième. Là, j'ai hâte de voir la nouvelle salle. Là. Ça a l'air vraiment une belle place. Là, fait que, sérieux, là, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais. Oui. Faut qu'on répète l'expérience. Oui, bientôt. Yes. Il retourner en gang. Yeah. Tu veux-tu que je parte dans mes nouvelles à moi? J'ai comme une couple de nouvelles. Oui, vas-y. Tu parles de data center, tu parles de centrales nucléaires parrainées par Microsoft, on parle de plein d'affaires, puis de plus en plus, je me dis, on se dirige vers c'est Cyberpunk. C'est Cyberpunk. C'est Cyberpunk. C'est quand une compagnie possède son propre réacteur nucléaire, on est là. Quand on parle de construire des data centers à la Lune, là, on s'entend-tu des flottes de satellites qui donnent de la lumière en pleine nuit? Tu sais, on est dans le futur. Là, la pire idée, c'est de pouvoir commander du soleil en plein milieu de la nuit. De un, c'est complètement con, mais de deux, tu sais, je veux pas être ce gars-là, mais on n'a pas un problème de réchauffement climatique. Là. Oui. C'est-à-dire, quand la Terre se réchauffe se refroidit pendant la nuit, peut-être pas le moment de flasher le soleil dessus. En rajouter un petit peu. Mais tout ça pour dire que je parlais de fusion de méga-entreprises, un peu comme dans Cyberpunk. Puis il y a eu une fusion récemment, je sais pas si tu as vu ça, mais Paramount et Skydance qui ont fusionné. Donc Paramount et Skydance qui sont devenus une grosse entreprise. Malheureusement, c'est ce qui a amené aussi bon, pas officiellement, mais on s'en doute l'annulation du Late Show avec Stephen Colbert. Ça fait chier. Je suis un grand fan du Late Show depuis plusieurs années, même quand c'était David Letterman, puis Stephen Colbert, je l'aime beaucoup. Donc, mais cette fusion-là a amené des réorientations pour l'entreprise qui décide de mettre de l'avant certaines de ses propriétés intellectuelles, donc qu'elle possède, parce que c'est une nouvelle entité. Fait que là, tu as une nouvelle entité, tu as des jouets. Tu fais, ben oui, qu'est-ce que j'ai dans mon coffre à jouets? Tout ça, puis tabarnak, j'ai les Teenage Mutant Ninja Turtles. Puis ça fait presque 10 ans, en fait, que le dernier film live-action, entre guillemets radiophonique, avec du CGI, bien sûr, a été projeté sur grand écran. Donc, un des projets de Paramount Skydance, ce serait de raviver la franchise Teenage Mutant Ninja Turtles au grand écran. Donc, mélange live-action CGI. La raviver, elle est jamais morte. Elle est jamais complètement morte. Mais ça fait longtemps. On parle du dernier film, c'est 2016, Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadow. Le temps passe trop vite. Oui, ça fait très longtemps. Je me souviens qu'on l'avait vu dans le temps, moi, pour Monsieur Net. Je sais pas si c'est le 1 ou le 2, mais en tout cas, c'était dans ces eaux-là. Et depuis, il n'y a rien. Il n'y a pas eu d'autres films au cinéma. Il faut dire que le film avait eu un certain flop. Et là, Paramount Skydance sont en train de négocier, de faire la cour à un producteur qui s'appelle Neat H. Moritz, qui est le producteur des films Fast and Furious et Sonic, pour prendre les rênes de la franchise et d'amener de nouveaux films de Teenage Mutant Ninja Turtles sur les grands écrans. Donc ça, en soi, c'est une bonne nouvelle parce que c'est des franchises qui ont fait leur preuve. Quoi que vous en pensez de Sonic, quoi que vous en pensez de Fast and Furious, c'est des franchises qui sont profitables et je peux comprendre qu'un studio soit intéressé à un gars qui a amené ces projets-là à terme. Ce qui est dommage par rapport à cette nouvelle-là, c'est que maintenant qu'on a des nouveaux propriétaires de ces franchises-là, il y a des projets aussi qui sont annulés, qui sont cancellés. Et un des projets qui a été mis sur la glace, et ça me déçoit énormément, c'est l'adaptation cinématographique qui avait été déjà mis en développement de The Last Ronin, qui était en fait l'adaptation du comic book du même nom, Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin, dont on vous a parlé à l'émission. Un film qui aurait été côté R, là, violent, sanglant, réalisé par le réalisateur de Nobody, je pense que c'est Ilya Nerschuller, pardon si je ne prononce pas très bien le nom. Donc, parce que ça serait le premier film depuis longtemps, ils veulent pas que ça soit ça qui donne l'image, qui donne le ton. Exactement. Ils veulent pas créer de confusion, tu sais, ils veulent pas créer de confusion parce que ils vont revenir avec quelque chose de plus famille et tout ça. Puis là, tu sais, les gens, ils seraient complètement confus, ils pourraient pas séparer les deux choses. Mais c'est comme ça qu'ils pensent. C'est comme ça qu'ils pensent, mais puis je comprends qu'ils pensent comme ça, mais on est à une époque où, je donne un exemple, DC Comics, pendant un bout, développait des films et développait leurs téléséries, et les deux n'avaient aucun lien narratif. Ils faisaient pas... Puis ça fuckait pas le monde. Le monde, il comprenait que c'était pas la même chose. Je pense que le public, maintenant, est assez au fait, au parfum, pour
comprendre qu'une version familiale ou plus grand public, je sais pas moi, 13 ans et plus ou peut-être générale, et en même temps, tu as une version greedy, Teenage Mutant Ninja Turtle, un peu plus violente. Faut dire que moi, je vais te dire, man, la BD, j'adorais la prémisse. Là. Il y aurait juste un Turtle dans les 4, puis on est dans un futur post-apo. Mais l'exécution comme telle, j'avais été excessivement déçu. C'était pas très bon comme bande dessinée. Alors, quand j'ai su qu'on en faisait un film, je me disais, là, voici l'occasion. C'est une deuxième chance. Et une deuxième chance, voilà, exactement. Fait que c'est comme, OK, je trouve ça un petit peu dommage. J'espère qu'éventuellement, l'intérêt va revenir sur le projet. Il y a encore, à ma connaissance, un jeu vidéo qui est développé à partir de la même prémisse, qui est du même nom. Fait que ça, là-dessus, il y a de l'espoir. Mais j'aurais tellement aimé ça qu'on y touche pas. Touchez pas à ça, là. Gardez ça tel quel, mais pour l'instant, c'est mis sur la glace. Mais je vous rassure, la suite de Mutant Mayhem, qui est sortie il y a quelques années, là, peut-être 2 ans de ça, qui était excellent, produit par Seth Rogen et Evan Goldberg. Ça, c'est toujours dans les cartons, c'est toujours prévu pour le 17 septembre 2027. C'était tellement bon, man, ce film-là. C'était excellent. Tellement bon. Ah oui, c'était bon. Ouais. Mais j'aime ça, les Ninja Turtles. J'aime vraiment beaucoup les Ninja Turtles. On est de cette génération-là. Ben oui, c'est ça. C'est ça le fun d'avoir des enfants. Je l'écouterais de toute façon, je ne serais pas gêné de l'écouter. Mais de l'écouter puis de les regarder, tu sais, voir leur appréciation, les voir triper, de revoir ces films-là, ces dessins animés-là, mais à travers leurs yeux, là, c'est incroyable. C'est génial. T'as-tu fait écouter les films à tes gars, les 3 premiers, ceux qui ont fait... Ouais, comment ils ont trouvé ça? Ouais. Ils ont adoré. Mais le premier, mais en les réécoutant... Oui, il est vraiment. Puis Mikey, tu sais, je le sais qu'il est horny, mais c'est quand même un peu weird. Ouais. Puis, mais c'est goofy en même temps. Tout ça. Puis tu le vois que ça l'a quand même vieilli, mais j'ai l'impression de pouvoir justement l'écouter à travers leurs yeux. C'est moins pire. Ça vieillit mieux dans ce temps-là. Ouais, je comprends. Là, il y a une grosse rumeur que c'est Skydance qui va acheter Warner Brothers. Ouais, là, en ce moment, je voulais pas faire une nouvelle là-dessus parce que c'est excessivement compliqué. Puis au-delà de ça, ça arrête pas de changer d'heure en heure. Pendant un moment, c'était Warner Brothers... c'était pas... Pardon, je reviens un petit peu en arrière. C'est Netflix qui voulait acheter Warner Brothers Discovery. Et là, qui achèterait Warner Brothers Discovery? C'est Paramount Skydance. Là, on parle de méga corporation. Là. Sauf que ça, c'est épouvantable parce que ultimement, c'est le consommateur qui est pas gagnant. Parce que c'est une culture qui est d'un... Il y a plein de critiques qu'on peut en faire, là, puis je ne serais pas mon smartass. Je lis quand même du comic book, puis je suis abonné à Disney+. Là. Mais c'est que là, si, admettons, tu as la compagnie Warner Brothers Discovery qui est rachetée par n'importe qui, est-ce qu'on en jette le paquet au complet ou on la jette à la pièce? Puis ça, c'est le problème. Ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Parce que là, tu as une division de tes produits. Télévision, chaînes télé, il y en a beaucoup des chaînes sous l'ombrelle Warner Brothers aux États-Unis, dont The Turner Channel, TBS, pardon. Oui. Puis, bon, c'est un peu mélangeant, mais tu sais, c'est le fait que ces grosses entités-là, en ce moment, veulent s'acheter. C'est quand même fou, là, tu sais. Mais c'est très cyberpunk encore. C'est très cyberpunk, man. Ces gens-là vont avoir des armées privées, éventuellement. Ah, je dis ça de façon non ironique, là, j'y crois ou pas. Ça se peut très bien. Ouais. Puis c'est pas je sais pas si tu as joué à Cyberpunk, là, mais je me vois pas devenir un solo, là, comme un soldat for hire là, du jour au lendemain. Là. Non. Je risque d'être trop vieux rendu là. Écoute, j'ai trop connu comment t'appelles ça quand un objet devient désuet, avec le temps. L'obsolence. L'obsolence, là, pour savoir que c'est pas une bonne idée de te rattacher des puces puis des mécanismes après le corps, parce qu'oublie ça, il suffit d'une mise à jour qui est abandonnée puis t'es ouvert. C'est ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression que même Cyberpunk était trop optimiste parce qu'aujourd'hui, c'est comme t'arrêtes tes 2 bras robots puis c'est comme t'as pas payé ton mois d'utiliser tes bras, c'est que tu peux plus utiliser tes bras. Exact. Ouais, paye ton abonnement de bras. Avec ton abonnement de bras, sinon tu peux utiliser juste 3 doigts d'un de tes bras ou tu peux utiliser la version avec publicité. Oui, c'est ça. Faut que tu écoutes la pub pour réutiliser tes bras pendant une demi-heure. Il n'y a pas récemment, une compagnie qui disait qu'ils pouvaient mettre de la publicité avec des drones dans le ciel nocturne. Tu sais, c'est des affaires de James Bond, là. Parce qu'il n'y a pas de loi là-dessus, on peut le faire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de loi là-dessus que c'est correct. Voyons non, si. C'est ça que
Puis là, tu sais, il y a de plus en plus de frigidaires intelligents. Puis là, ils vont commencer à broadcaster. On n'a pas besoin de tout ça. Arrêtez avec ça. Excusez, je veux pas Il y a juste besoin de mettre les choses. Le futur est un peu con. On va s'entendre, le futur est un peu con. Ton frigidaire n'a pas besoin de communiquer avec ton poêle. Je suis désolé. Ça sert à rien, man. Si, mettons, il n'y en a plus de lait, tu vas t'en apercevoir. Il n'y a pas besoin de commander pour toi automatiquement. Puis ils n'ont pas besoin de se consulter entre eux pour savoir comment ils vont te faire chier. T'as pas besoin d'un hub. T'as pas besoin de ce genre de hub-là. J'ai peut-être pas le goût d'en ravoir de la vinaigrette italienne. C'est ça. Oui, il est vide, mais recommande-en pas. Ça me tente pas que joke à part, j'en parle souvent à l'émission, puis à chaque fois, même à ma job, des fois ou ailleurs, quand j'en parle, le monde a l'air. Puis je suis pas un expert là-dedans, là, mais quand vous achetez des objets connectés, ces objets-là, éventuellement, ne seront plus mis à jour. OK? Oui. Et ça devient des trous de sécurité sur votre réseau. C'était la même chose pour les lampes Philips. Pendant un moment, il y avait un trou de sécurité qui n'avait pas été patché. Les gens rentraient par les lampes Phoenix, connectant votre Wi-Fi, connectant à votre réseau. Puis là, les gens, dans ce temps-là, ils se disent « Ah, mais moi, ça me fait pas peur. » C'est pas qu'ils vous ciblent forcément. Il y a des scripts qui scannent. Oui. Tu n'as pas besoin que ton frigidaire soit connecté sur ton Wi-Fi. Tu n'as pas besoin que ta machine à café puisse communiquer directement avec le magasin. Tu n'en as pas besoin de ces shit-là. On n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Ça n'a rien amélioré. Tu sais, comme si vous avez comme une boîte là, qui contrôle votre télé puis tout ça, là, de lui parler, c'est pas plus rapide que peser sur le bouton pour allumer votre télé. On n'a rien gagné. C'est pas plus simple. C'est pas plus simple, c'est plus anxiogène et c'est plus propice à être piraté. D'ailleurs, moi, une télé intelligente, là, éventuellement j'en rachète une parce que Yoann me l'a dit, j'ai une TV qui fait pitié. Je veux pas. Non, vraiment, tu sais, sans dire que de te forcer à consommer, un moment donné, fais-toi plaisir. C'est soit ça ou un Lego, là, fait que c'est le problème. C'est ça. Mais il y a un gros problème pareil, là. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont comme en train de m'envoyer chier à partir de chez eux parce qu'ils ont de la misère à manger, là. Je suis conscient de mon privilège. Mais une télé intelligente, si j'en ai une, je vais la passer par des consoles qui sont mises à jour, comme ma Xbox, par exemple, ou un PC ou mon ordinateur. Parce que ta télé, c'est une des premières choses qui va foutre le camp au niveau des mises à jour. Puis la journée qu'il n'y a plus de mise à jour, t'as un trou béant dans ton réseau. C'est une réalité. Il faut y penser. Il faut y penser. C'est la quantité de choses qu'on a inventées qui n'a pas amélioré. Ça sert à rien, man. Tu sais, puis des affaires absurdes. Tu sais, juste sur mon auto, là, avant, tu avais une clé pour partir de ton auto. Et là, t'as pas besoin de clé. C'est un fob qui reste dans ta poche. Sauf que si je perds le fob, ça me coûte, au lieu de me coûter un 50$ pour me faire une nouvelle clé d'auto, ça me coûte un 350$ pour me faire un autre fob. Et j'ai rien gagné. Je pèse quand même sur un bouton. Entre peser sur le bouton, partir l'auto, puis faire ça, pour partir l'auto, si je gagne rien. Tu dépenses quoi, une calorie de moins, genre? Même pas? C'est ça! Mais laisse-moi poser une question. On gagne rien. Il y a une batterie dans ton truc? Oui. Si la batterie est morte, je peux pas. Là, il faut que tu défais le fob et devine quoi? Le fob peut devenir une clé. Il faut juste l'ouvrir. Faut juste que tu la dépasses. Faut que tu la dépasses, puis là, que tu ailles arracher un bout de ton dash pour la rentrer dedans. On gagne rien. Le futur est con. Le futur est complètement stupide. C'est tellement stupide, là. Fait que je parlais des Teenage Mutant Ninja Turtles, mais c'est ça, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bienvenue dans le futur. Tu sais, quand on était kid, là, quand on s'imaginait le futur, là, puis tu sais, les autos volantes, puis tout ce qu'on pouvait s'imaginer. Mais non, même quand ils ont annoncé que les AI avançaient, là, puis c'est comme, on va régler le cancer. Mais en fin de compte, on fait des fake news avec. Donc, quand est-ce qu'on règle le cancer? On fait des fake news et il y a plein d'enjeux liés à ça. Il y a plein d'enjeux liés à ça, j'en ai déjà parlé, mais je vais le répéter, là. Un des problèmes inhérents, oublie la technologie, oublie l'imitation, oublie la désinformation, oublie le fait qu'on est en train de piger dans les salaires des artistes. Qu'on pense que l'IA nous réponde de quoi, c'est forcément intelligent et réfléchi, c'est aussi slurry. Puis c'est ça, moi, le danger. L'espèce de position d'autorité que ces choses-là ont. Je vais donner un exemple, OK? Quand ChatGPT est sorti, il y a presque, je sais pas, plus de 2 ans de ça, j'ai vu un ancien collègue, moi je travaillais en sécurité, qui a lancé son école
Et il a fait une vidéo promotionnelle. Bien content pour lui, c'est un gars vraiment chill, j'adorais travailler avec ce gars-là. Puis c'est vraiment un passionné de la sécurité. Lui, il avait vraiment l'idée que tu es un facilitateur quand tu es en sécurité, tu es là pour aider les gens, tu es là pour la sécurité, puis une belle philosophie, tu sais. Et là, je disais, hey, excuse-moi, Dom, Dominique, qui s'appelle, tu as une erreur de français dans ton vidéo. Puis là, sa réponse a été, regarde, puis il envoyait une réponse de son screen capture de son éditeur. Il dit, non, regarde, la personne a dit qu'il avait checké dans ChatGPT. Puis non, c'était vraiment une erreur. C'était ER au lieu de E accent aigu ou le contraire ou qu'importe. C'était vraiment une erreur. Mais parce que l'IA avait position d'autorité, ils ont pris la position d'autorité de l'IA. Ouais. Puis ça, c'est pour plein d'autres sujets. Puis si tu le dis à ChatGPT, c'est comme « Oh, you got me! Oui. Let me try again! » Oui. Ça fait que même l'AI le sait. L'AI le sait. Castron. Ben, elle sait pas. Les gens qui l'ont créé savent qu'il n'y a pas son... Non, elle sait pas. Elle s'en calisse. Elle sait pas. Non, c'est vraiment une boîte noire. On sait pas comment qu'elle arrive à ses réponses. C'est que c'est ça. C'est... Fun times. Fun time. T'as-tu vu la vidéo du YouTuber qui, dans l'API, c'est que tu peux pas le faire sur leur site web, mais si tu as accès à l'API du ChatGPT, il va éditer les réponses que ChatGPT lui donne, puis ça la fait capoter complètement, là. Il parlait avec elle, puis il disait j'aimerais ça arrêter de fumer, as-tu des conseils? C'est qu'elle donnait un paquet de conseils, puis là, il allait éditer sa réponse, puis elle allait rajouter do hard, c'est comme fait des drogues dures, de l'héroïne ou du crack, comme dans sa réponse. Puis là, parce que ChatGPT ne se souvient pas de ta conversation. De la façon que ça fonctionne, c'est que ça renvoie la conversation complète à chaque fois. À chaque fois que tu parles, ça reprend toute ta conversation, puis ça renvoie tout le lot complet. Oh, wow, OK. Donc, c'est ça, parce qu'elle n'a aucune mémoire. Donc, c'est comme ça qu'il fake la mémoire. C'est que tu renvoies tout. Donc, à chaque fois que tu rajoutes, tu renvoies toute ta conversation. C'est que elle se souvient pas de ce qu'elle a dit. C'est que ça renvoie de la conversation. Donc, selon sa connaissance, tout ce qu'elle a, elle a dit ça, de faire de l'héroïne puis du crack. Puis elle dit, non, OK, non, je m'excuse, fais pas ça. Puis là, il répond encore, mais t'as dit encore de faire des drogues dures. Puis là, elle capote complet. C'est comme le système de langage arrête. Elle est pas capable, elle fait des symboles. Essayez de trouver le vidéo, là, c'est quand même assez fascinant. Là. Wow, elle fait une syncope finalement. Ouais. Mais c'est comme un peu con en même temps. Elle a zéro mémoire, là. C'est qu'on réenvoie constamment toute la conversation. C'est que si tu as parlé pendant 1 mois, puis que c'est ça, sa mémoire, c'est 1 mois, c'est que tu envoies ta conversation complète de 1 mois et elle réanalyse sa conversation complète d'1 mois pour pouvoir répondre à la fin. Quand même assez incroyable, par exemple. Tu sais, je veux dire, autant que j'ai des... la technologie est quand même c'est incroyable. fascinante. Les gens qui ont codé ça, moi, c'est les gens qui ont codé ça qui m'épatent. La recherche qui va dans le... Tu sais, man, j'allume la lumière chez nous, j'ai aucune idée comment ça marche. Je te parle en ce moment à travers un ordinateur, je sais aucunement, ça pourrait être une pierre magique. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Incroyablement intelligent. Oui, absolument, absolument. Tu te souviens-tu quand Sam de ChatGPT se promenait avec un laptop, avec un kill switch pour arrêter ChatGPT en cas qu'il perde le contrôle? J'ai l'impression que c'est un truc de marketing, ça. Oui, c'est totalement un truc de marketing. C'est pas vrai, je vais lui donner ça. Quel marketing? Mm-hmm. Parce qu'il n'y a plus de laptop, il n'y a plus son sac à dos, il ne se promène pas en tout temps prêt à avoir le kill switch. Quand même, je vais lui donner ça. Ce gars-là, côté marketing, il l'a. Ouais. Il est vraiment fort. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'espère qu'ils vont tous failer parce que ce que ça va engendrer, c'est des pertes d'emplois massives. Là. Moi, c'est cet aspect-là qui me fait peur. Puis je peux pas croire qu'on va être aussi con pour le tolérer, man. Je peux pas croire qu'on va tolérer. C'est surtout des emplois d'entrée. Parce que, tu sais, les experts, tu peux pas encore remplacer un expert avec un chat GPT, mais tous les emplois d'entrée vont pouvoir être faits avec un AI. Puis, tu sais, si on parle juste, exemple, prends un avocat. Un avocat, il finit pas le barreau, puis tout à coup, il est en cours, puis il dit « Objection, votre honneur! » Non, il commence dans des bureaux à travailler sur des cases, il bâtit les cases, les cas pour l'avocat qui va lui dire « Objection, votre honneur. » Mais cette partie-là est importante. Il apprend
pour devenir le gars qui dit objection. C'est drôle parce que le barreau s'est exprimé là-dessus. Hein. Je pense que pour l'instant, ils veulent protéger ce genre de poste-là. Mais ils n'ont pas le choix, sinon tu renouvelleras pas les avocats. Un monde sans avocat. Oui, l'horreur! C'est des gens autour d'une planète qui se tiennent la main. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode-là. Oui, c'est le bonheur. Tout le monde est heureux. Puis c'est l'avocat, c'est... Hutz qui pense. Ouais. Je m'ennuie de ce personnage-là. Ça, c'est fou. Hein. Les Simpsons, il y a plusieurs acteurs qui ont donné leur voix au fil des années, qui sont décédés ou qui sont partis. Ouais. Et ils ont retiré les personnages. Lionel Hutz, là... Celui-là, c'était Phil Hartman. Phil Hartman, qui a été assassiné. Très regretté. Quel homme. Mon Dieu, quel talent incroyable. Oui, qui a percé très tard dans sa famille. C'est un gars, dans sa vie. Il était graphiste à la fin dans sa vie. Puis éventuellement, il a fait le saut vers l'humour. Il a percé. Puis sa femme de l'époque a eu une genre d'épisode, elle était sur la drogue, elle avait des enjeux. C'est terrible comme fin d'histoire. Là. Il a été assassiné, ni plus ni moins. Puis c'est... Ouais, terrible. Terrible. Un murder-suicide en plus. Yep. Vas-y dans tes nouvelles, Yoann. Qu'est-ce qui te restait? Ah non, moi c'était ça. J'étais venu pour parler du Steam Deck. Ben écoute, je vais embarquer dans mes autres nouvelles parce que celle-là elle a fait beaucoup réagir sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Je sais pas si tu gardes encore un œil sur le Discord régulièrement. Je suis très, très occupé ces temps-ci, mais j'ai toujours un œil sur le Discord. Je mets toujours des cœurs et des sourires sur les choses qui me font rire. Aussi, et je pose des mèmes. Exact. Aussi, c'est facile. C'est le fun quand tu as ta journée puis tu tombes sur un bon mème que tu sais que tu vas partager dans le Discord. Puis il y en a plusieurs des très solides. Ouais. Puis ce que j'aime de notre communauté sur Discord, il y en a pour tous les niveaux. Tu sais, il y a du dank meme là, de très, très culture Internet. Puis il y a du meme plus joke rigolo. De papa. Ouais. Puis il y a du meme un peu... C'est drôle, mais c'est un peu déprimant. Mais il y en a de tous les niveaux, puis tout est drôle. C'est le fun. Puis j'avais vu ça passer sur Variety, puis je l'ai partagé sur le Discord, où je pense que même notre auditeur Blaise l'a partagé, à l'effet que Amazon, qui possède maintenant depuis un certain moment MGM Studios, va officiellement aller de l'avant avec une nouvelle télésérie de Stargate. Stargate, film qui a eu énormément de succès au début des années 2000, en 1994, de Emerald Emmerich, le gars qui a fait réaliser aussi Independence Day, ce qui a engendré aussi des téléséries qui ont eu un énorme succès au petit écran, entre autres avec Stargate SG-1 et des spin-offs. Là, on a eu Stargate SG-1 pendant 10 saisons. À partir de 97, on a eu Stargate Atlantis de 2004 à 2008 et le très mal aimé, que pourtant moi j'ai adoré, Stargate Universe de 2009 à 2011. Dans le temps, j'avais même interviewé pour Z-Télé, dans le temps que c'était pas un poste de douchebag, une des actrices de la télésérie qui était une Québécoise. C'est un poste de douchebag, je sais pas, j'ai plus... je sais pas si c'est revenu des trucs geeks, mais pendant un bout, ils ont abandonné leur vocation geek puis sont devenus un genre de poste de douche, là, avec du contenu douche. Ouais, là, je sais pas où est-ce qu'ils en sont, là, mais... D'ailleurs, as-tu vu que j'avais partagé les mémoires sur Facebook? Il y a comme 10 ans de ça, on avait reçu le directeur de la programmation de Z-Télé au Mystérieux. Oui. Il avait fait jouer des intros d'épisodes, d'émissions de sa chaîne pour voir s'il était capable de les... c'est con, hein? Il est capable de les reconnaître. Puis je pense qu'il y en avait manqué quelques-unes, mais tu sais, c'est le genre d'affaires que maintenant, j'y repense, j'aurais dû passer ça à travers l'attaché de presse avant. C'est donc bien calme. Oui, parce que tu l'as mis on the spot. Je l'ai mis on the fucking spot. Ouais, qu'est-ce qu'on sait pas, c'est qu'il a perdu sa job comme la semaine d'après. Ouais. Mais ils nous ont pas réécrit après, fait que je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, Stargate Universe. Donc là, c'est une nouvelle série qui se passe dans la même continuité. T'sais, on n'a pas de détails sur le niveau de l'histoire, on ne sait pas quel personnage pourrait potentiellement revenir ou qu'est-ce que ça va traiter exactement, mais c'est dans la même continuité. C'est cool, ça. Ce qui est cool, ce qui me donne aussi espoir Moi, j'ai juste vu le film. J'ai jamais écouté les séries, mais ma conjointe, Marie. Ma femme. Ta femme. Elle était une grosse fanatique à écouter. Mais toi, tu as écouté les séries aussi. Moi, mais c'est ça que je voulais dire. C'est que moi, j'ai espoir maintenant qu'on ravive la franchise, qu'on va mettre une vraie fin à Stargate Universe parce que ça finissait en fin ouverte. Un peu en queue de poisson. Mais Universe, c'était vraiment le fun parce que pour moi, c'était comme un mélange entre Battlestar Galactica et Stargate. C'était sur un vaisseau perdu à l'autre bout de l'univers, complètement isolé du reste du circuit des
des Stargate, vraiment à l'autre bout, d'un équipage qui essaye juste de survivre. Puis c'était relativement réaliste. C'était vraiment très bon. Je sais pas pourquoi les fans ont détesté ça, mais moi, j'ai bien aimé. J'ai pas été écouté. J'ai écouté un peu d'Atlantis. J'ai pas full embarqué. Et je me souviens qu'à une certaine époque, j'ai commencé Stargate SG-1, qui est la première série. Ça prend du temps avant de trouver son identité. Je te dirais que les 3 premières saisons, c'est très vieille télé des années 90. 3 premières saisons, ça prend beaucoup de temps. Là. Moi, j'avais pas embarqué, mais je me souviens que plus tard, j'ai écouté des saisons qui se sont venues par après. Puis là, j'ai eu du fun. On dirait que la série a trouvé son identité. Dans les premières saisons, je trouve que c'est très... Ils sont très dans l'ombre du film. Donc, ça fait très Star Trek. Mais SG-1, donc, il y a un portail, ils vont sur une planète, ils rencontrent un problème. Ils vont sur un portail, il y a une rencontre, ils rencontrent un problème. Monster of the Week. Un peu. Puis avec le temps, je trouve que ça trouve un peu, ça développe sa propre mythologie. Il y a des épisodes qui reviennent, des problématiques qui reviennent. En tout cas, il faut dire que la franchise comme telle, au petit écran, elle est dormante depuis un moment. Il y a eu des téléfilms aussi qui sont sortis par la suite. Mais là, on a vraiment une suite en bonne et due forme qui sera disponible sur Amazon Prime éventuellement quand la série sera disponible. Mais là, on n'a pas de date de sortie. On n'a absolument rien. Mais ça a été annoncé. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Stargate, autant qu'il y a des fans de Star Trek. Donc, bien content pour eux autres. Je pense que d'ailleurs, la nouvelle avait bien fait réagir, je pense, sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Mais c'est tant mieux. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de fans. Je sais que moi, Marie a très fort hâte de le revoir. Mais moi, j'ai juste vu le film. Je l'ai revu il y a quelques années. Ça a quand même bien vieilli. Oui, c'est un bon film. Pour l'époque. C'est un bon film. C'est un bon spectacle. Mais Emmerich est toujours quand même... Il fait du cinéma spectacle, puis je trouve qu'il est bon à qu'est-ce qu'il fait. Je veux dire, moi, Independence Day, le premier, pas la suite, là, mais j'ai bien aimé ça. J'ai pas vu la suite encore. Ah non, la suite, ça vaut pas la peine. C'est très décevant. C'est ça, hein? Mais le premier, tu sais, la première partie, c'est plus terre à terre. Après, ça fait viribé American Power. Mais dans le genre, je me souviens que j'avais bien aimé. C'est pas un mauvais réalisateur. C'est juste qu'il y a des scénarios... J'aimerais qu'il y ait un univers quelque part où c'est qu'on refait le même film, mais tout sérieux. Tu sais, qu'on tombe pas dans le plus goofy, plus... Tu sais que vraiment, il détruit. Tu sais, c'est le show, la force des extraterrestres au début, qui détruit les villes, puis tout ça, c'était comme impressionnant, là. Ouais. Puis là, tout à coup, t'as un chien qui saute sur 3 capots d'auto, puis il survit, puis t'es comme « Ouais! Okay, » Oui, pas que je veux que les chiens meurent au cinéma, mais... J'aime dans cette séquence-là. C'est le contraire, mais c'est tellement goofy. Drette là, ça casse Ce que j'aime dans cette séquence-là, c'est qu'on établit, parce que le chien se sauve du feu, une espèce de boule de feu, on établit que cette boule de feu-là consomme tout et passe dans toutes les crevasses, là, dans tous les orifices. Oui. Mais le chien passe à travers une porte ouverte à travers laquelle il n'y a aucune flamme qui rentre. Non. La porte est grande ouverte, là. C'est complètement con. Mais tu le regardes aujourd'hui, t'as un gros smile, mais je me souviens que je l'avais vu au cinéma, puis j'avais trouvé ça drôle. OK, puis c'est quand même Cousin Eddie qui détruit la soucoupe volante. Oui, c'est vrai, absolument. Oui, ben en fait, c'est Cousin Eddie dans le sapin et les boules. C'est le même acteur. Exactement. Oui, c'est ça, t'as raison. Randy Quaid. Randy Quaid, c'est vrai. Où es-tu, Randy Quaid? Je l'ai vu, il était à un Comic-Con récemment. Il était invité à un Comic-Con. Peut-être qu'il va mieux. J'espère. Il avait l'air d'avoir perdu la il a fait une grosse psychose. Grosse psychose. Mais s'il va bien, là, ce serait le fun de l'inviter au sapin les boules. Oh, ça serait fou. Mais il faut que tu t'assures qu'il va bien. Tu ne veux pas te retrouver à avoir s'il fait une crise pendant que... Puis ces genres d'événements, ces genres de personnages probablement qui ont un prix à la hauteur des événements américains où il y a plusieurs milliers de personnes, fait qu'on peut pas se permettre son cachet. Là. Je pense que je penserais pas. Non, puis pendant un bout de temps, il se promenait de motel en motel au Canada. Ah, il était parano, il était complètement parano. Il disait que le gouvernement était à ses trousses, puis qu'on lui avait confisqué son passeport. Mais on lui souhaite tout le bien du monde, puis qu'il aille mieux, puis qu'il revienne nous faire rire. C'est un très bon acteur. C'est drôle que personne veut voir Chevy Chase au sapin les boules. Ben, tu sais, j'imagine... Il serait désagréable. Je pense que ça serait pas facile. C'est ça, je pense que ça serait pas facile. Je pense que ce serait pas facile. J'espère que dans son vieil âge... Un moment donné, il va y avoir habituellement non. Là, plus tu vieillis, plus tu viens aigri et méchant. Là. Mais
Oui, ben, je suppose. Ah, OK. Wow. Nice. Mais j'espère qu'il y a un déclic à un moment donné. Puis c'est, hey, ouais, j'ai été un connard pendant tellement d'années. Peut-être. Et moi, j'y crois, man. Ça dépend de son... Ouais. Je sais pas, ça dépend de son narcissisme, là, parce que souvent, ce qui t'empêche de voir... Ce qui t'empêche d'avoir ce genre de réalisation-là, en partie, c'est un certain narcissisme. Puis c'est ça qui est fou des narcissiques, ouais. C'est qu'ils pensent qu'ils sont all that shit, mais ils ont une faiblesse qui est grande comme le ciel, ouais. puis ils la voient pas. Puis c'est leur image d'elle-même, qui les rend aveugles finalement à leurs défauts. Je l'ai vu dans une entrevue quand même pseudo-récente, puis il était sympathique pendant l'entrevue, puis il y avait beaucoup d'éloges pour les autres personnes, puis tout ça. Ça sonnait pas... Il faut dire que les questions étaient faciles, là. Il n'y a pas de questions choquantes. C'est que peut-être... Je sais que, tu sais, Joe McHale, qui a travaillé longtemps avec lui sur Community. Ouais, quand il a joué Chevy Chase dans... le film sur la vie de National Lampoon. OK. Puis il l'a appelé pour lui demander la permission, puis tout ça, puis c'était correct. Puis ça va l'air d'être, tu sais, malgré qu'ils ont eu une relation très difficile, ça va l'air d'être tu sais, quand même que ça s'était placé, puis qu'il avait l'air bien. Tu sais, le réalisateur là, qui est le fils de Ivan Reitman, comment il s'appelle? Il a fait Thank You for Smoking, le dernier, l'avant-dernier Ghostbusters, Jason Reitman. Ouais. Il a fait un film sur la première diffusion, c'est excessivement romancé, là, mais la première diffusion de Saturday Night Live. Je ne l'ai pas vu encore. Moi, j'ai tellement de le voir. Mais j'aime les films qui se passent sur une durée X. Que ce soit une veille d'un événement historique important, durant une soirée, puis que ça fait partie de ce qui propulse l'histoire, c'est ça, c'est ce moment-là. Puis moi, j'ai full aimé ce film-là. Puis c'est très fast-paced. Les dialogues sont quasiment des speeches à la Aaron Sorkin. On avait déjà parlé du type d'écriture d'Aaron Sorkin. Puis moi, j'aime bien ça. Quand c'est assumé, j'aime bien ça. Et il y a Chevy Chase dans le film. Le gars qui le joue est très bon. Malheureusement, j'ai oublié son nom. Quand Jason Reitman a présenté son film à Chevy Chase et d'autres personnes issues de SNL, parce que Chevy Chase vient de SNL, il était de la première distribution, il est allé voir Jason Reitman, il lui a tapoté le dos puis il a dit « You tried ». Fait que je sais pas si c'est lui, c'est une joke ou c'est asshole. C'est ça, c'est que j'ai l'impression que la ligne avec Chevy Chase, c'est tout le temps ça. Mm-hmm. C'est que t'es comme, tu m'insultes-tu ou c'est comme une blague? Ouais. Puis il a l'air de tout le temps runner sur cette joke-là. Puis à un moment donné... C'est une carrière là-dessus. Oui, c'est une carrière complète là-dessus. Ça finit que c'est pas facile. Dernier truc, dernière nouvelle concernant la culture pop, mon cher Johan, c'est concernant un record de vente aux enchères qui a été franchi, qui a été obtenu grâce à la vente de Superman numéro 1 de 1939. Je sais que tu adores Superman. Donc, ce numéro-là a été vendu à 9,12 millions de dollars aux enchères héritage. C'est genre trouvé dans un grenier, là? Exactement, c'est ce numéro-là. Pour vrai? C'est pas une joke, ce numéro-là a été retrouvé, en fait, par un trio de frères dans le grenier de leur mère. Puis l'histoire autour de la découverte de ce Superman numéro 1 est extraordinaire, là. La mère, qui est décédée aujourd'hui, l'a acheté durant la Grande Dépression à San Francisco. Et elle l'a mis... Et elle l'a perdu, en fait, dans la maison, mais ça faisait des années qu'elle disait à ses fils « Je possède un numéro important de comic book qui vaut super cher, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. » Elle est décédée en 2020, au début de la COVID. Elle est décédée, je pense, de la COVID, d'ailleurs. Et pendant des années, les fils n'ont pas été à la maison, ils n'ont pas eu accès à la maison. Récemment, ils ont commencé à faire le tour de la maison. Ils sont allés au grenier et ils ont trouvé le numéro de Superman numéro 1 de 1939 dans une pile de vieux journal jaunis. Tu sais, comme... Oh my God! Fait qu'ils l'ont trouvé là-dedans. L'affaire, c'est que, si je me souviens bien, l'article, sur une cote de 9 à 10, de 10 au niveau de la qualité, il était à 9. Oh my God, ça veut dire qu'on dirait que l'humidité a été absorbée par le journal puis a sauvé le... Exactement, la pile de journaux dans laquelle il était. Fait que là, ils l'ont vendu à 12,9 millions.
là, juste pour être sûr de bien situer les gens, Superman numéro 1, c'est pas la première apparition de Superman. La première apparition de Superman a eu lieu dans Action Comics numéro 1. Ouais. Et Superman, c'est le premier titre solo avec le nom Superman mais c'est quand même... Ça fait partie de l'origine du personnage. Là. C'est pas n'importe quoi. Puis on s'entend, là, la mère, quand elle a acheté ça, elle avait 9 ans. Fait que ça date d'une certaine époque. Oh là, hein. my God! Ça a traversé l'histoire. Qu'il soit aussi en bonne qualité. Surtout que le papier de l'époque, c'était du papier journal. Oui, le but, c'est qu'on jette les comic books après les avoir achetés. Oui, c'est ça. Aïe, aïe. Le précédent record pour la vente de comic books. Félicitations à ces frères-là. Mais j'espère qu'ils ont une bonne cote. Là. J'espère que l'héritage ne prend pas une bonne cote. Là. Donc, le dernier record avant celui-ci, c'était un comic book. C'était justement Action Comics numéro 1, vendu à 6 millions. Il y a quand même un écart entre les deux, de 6 millions en 2024. Avant ça, c'était en 2022 pour Superman numéro 1, encore une fois, à 5,3 millions. Et avant ça, c'était en 2021, Amazing Fantasy numéro 15, première apparition de Spider-Man, à 3,6 millions. Donc, c'est exceptionnel. Il y a du monde qui ont du fuck you money, comme on dit. Là. Mais ça, c'est du vrai fuck you money. Ouais, oui, ça, c'est du fuck you money, là, je veux dire. Ouais, tu sais, c'est le prix d'un château, là, d'une énorme maison. Là. Dude, tu me donnes 20 000 $, là, tu révolutionnes ma vie pour les 5 prochaines années. 9,12 millions, je me tire en bas du pont. Là, cette personne-là avait ça dans son compte en banque et s'est dit, ce que je veux, ça ne sera pas assez pour déranger mon budget. C'est ça que je vais acheter. Je vais acheter une BD. Ouais. Puis est-ce qu'il va la lire, rendu là? Hey, tu sais, je me suis déjà retrouvé dans une librairie, avoir comme 8 BD parce que je voulais les 8, puis être à la caisse, puis devoir décider. Bon, ben, celle-là, je vais l'acheter la prochaine fois, puis celle-là, je vais l'acheter la prochaine fois. J'ai acheté ces 6-là maintenant. Ce gars-là, il a dit, ça vaut 12 millions. Moi, j'achète à crédit seulement quand j'ai l'argent. Ça te donne une idée? Oui, c'est un mode de paiement, moi. C'est pas parce que j'ai pas l'argent. Je le paye parce que je passe par ma carte. Mais la réalité, c'est je l'ai. Ouais. Si je l'ai pas, je l'achète pas. Puis même quand je l'ai, j'aime pas ça acheter parce que ma mère a été élevée pauvre. Puis la peur de pas avoir d'argent, c'est rentré dans ma tête. Fait que je suis pas un gros dépenseur. Là. Oui, je dépense des Legos de temps en temps, mais la réalité, c'est qu'il y a plein de trucs là-dedans que je me suis pas acheté parce que j'ai trop à chienne de dépenser comme un con. Fait que, en tout cas, c'est du fuck you money pour cette personne. Bravo. Hey, mais je suis content pour eux autres, par exemple. Je suis content pour les frères, en fait. Ouais, c'est ça. Puis, oui, donc, le multimillionnaire qui s'est acheté une bande dessinée. On s'en fout. Là, mais les frères que j'espère conservent 75% de la vente. Minimum, j'espère bien. Séparé à 3, là, c'est un bon montant. Je veux dire, tu prends ta retraite rendue là, je peux pas croire. Oh, ben oui. Ouais. Ou tu fais une passion. Là. Mais tu peux faire une passion que tu n'as pas besoin que ta passion fait de l'argent. Là. Exact. T'sais, tu peux décider que tu es peintre. Ah, ça, c'est mon rêve, man. De juste faire des trucs pour le fun. Juste pour le fun. Mais ça. Hey, on a passé à travers les nouvelles. On va parler quand même de la BD dans pas long, justement. Qui peut-être éventuellement va valoir 9,12 millions dans 80 ans de ça. Quoique ça m'étonnerait, mais je ne veux pas dire que j'ai pas aimé ça. Ce que je dis, c'est que ça m'étonnerait. On va vous parler du Patreon des Mystérieux. C'est ça qui fait rouler la patente, c'est ça qui fait avancer les choses, qui fait qu'on peut garder les lumières allumées. Si vous voulez un jour qu'on achète une bande dessinée pour 12 millions de $, il faut qu'il y ait une trolley de vous autres. Mais même si on avait l'argent, je pense, pour une... Non. Non. Hey, on financerait bien d'autres choses. Je donnerais cet argent-là à la recherche. Tu sais, j'aurais de l'argent comme ça, à la recherche sur des maladies, des choses comme ça. J'essaierais. Moi, je serais un mécène, man. Je financerais les projets de mes amis, là. C'est sûr, c'est certain. Mais bon, en attendant, il faut qu'on paye quand même les factures. D'ailleurs, la fin de l'année pour les Mystérieux Étonnants, c'est toujours, c'est pas très évident. Là. Le système qu'on utilise en ce moment pour enregistrer, diffuser, c'est un gros montant. Là, j'en parlais, pardon, la semaine passée, mais
Il y a comme Adobe, toute la suite qui a augmenté de 20$ par mois. Là. C'est absolument débile. Puis ça, c'est des outils dont on a besoin pour faire fonctionner la machine. La machine étant les mystérieux étonnants. Donc, toutes les dons que vous... Oui, c'est 20$ de plus par mois, c'est énorme. Donc, si vous voulez encourager les mystérieux étonnants, si vous voulez qu'on continue à faire des choses semaine après semaine, on vous invite à donner au Patreon des Mystérieux. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Il est aussi sur notre site internet mystérieuxétonnant.com en haut à gauche. Pour l'équivalent d'un café par mois, on vous donne des goodies. Vous avez accès à Bifurcation, qui est un podcast exclusif pour les membres Patreon. Ce jeudi, avec mes amis Rémi et Antoine, on va enregistrer 2 nouveaux épisodes, donc vous allez avoir du contenu prochainement. Donc, merci pour votre patience d'ailleurs par rapport à ça. Vous faites en sorte que Terre Kaiju, Terre-Humaine Chisdor et Noël Chisdor existent. Vous avez aussi accès en échange de votre contribution au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est l'Internet, mais sans trop du cul. D'ailleurs, quand vous abonnez au Patreon, écrivez-moi à travers la plateforme pour que je vous envoie le lien vers le Discord. On écoute des fois des films, de la lutte, on partage des articles, on discute. C'est vraiment une super de belle communauté. C'est la promesse des années 90 de l'Internet, avant que les sociopathes et les gens qui ont très peu d'empathie se mêlent de tout ça. Avant que tout soit ruiné comme d'habitude. Oui. Can't we have nice things? C'est vraiment une belle communauté. En espérant que vous vous joignez à nous. On vous rappelle qu'on est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont sur notre site internet. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier qui disait « Hey, je me tape un vieil épisode. » Puis là, il me montrait un screen capture, puis c'était comme sur notre site internet. Les épisodes sont là s'ils ne sont pas dans le fil RSS. On est sur Facebook, Instagram et mystérieuxétonnant.com. Si vous pouvez nous encourager d'autres manières, allez faire une petite critique sur Spotify ou sur Apple Podcasts. No joke, ça aide énormément pour la découvrabilité du show. Vous pouvez en parler à vos amis, faire une petite critique, laisser un 5 étoiles aussi, ça aide. On vous rappelle qu'on a un spécial de Noël qui s'en vient le lundi 22 décembre. C'est la fin du mois de décembre. C'est une tradition, on fait ça depuis plusieurs années. Donc, il va y avoir Yoann, il va y avoir Simon, il va y avoir Val, il y a Laurent et moi. Jake, c'est pas encore sûr, ça se peut qu'il soit à Chicoutimi. Mais s'il n'est pas à Chicoutimi, il va peut-être popper. Mais c'est notre tradition, c'est la manière de dire adieu à l'année 2025. C'est un spécial de fin d'année en même temps. On a du plaisir. C'est vraiment un beau moment qu'on a ensemble avec vous et entre nous. Donc, ça va être le lundi 22. Je vais vous rappeler l'heure prochainement en espérant que ce soit des nôtres. On diffuse live et c'est surtout visuel celui-ci, ce spécial-là, comme sont souvent nos spéciaux devant le public aussi. Ça vaut la peine. Vous pouvez l'écouter en audio aussi, là, c'est fait, mais c'est souvent le fun de vous avoir en direct avec nous pendant la diffusion. On va prendre quelques instants et on revient dans quelques secondes avec Doctor Strange of Asgard, volume 1 de Derek Landry et Carlo Magno. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Marvel Comics, Doctor Strange of Asgard, volume 1 de Derek Landry et Carlos Magno. Donc, une série qui se passe après les événements de One Day Under Doom, durant lequel Doctor Strange perd son titre de Sorcerer Supreme. En même temps, il perd à chaque 2 semaines. On dirait que ça vaut plus vraiment grand-chose, cette affaire-là. Là. C'est comme ça arrive tout le temps. Oui, puis je veux dire, il perd, mais il est capable d'utiliser sa magie. C'est que t'es comme, ouais, tu le perds, mais pas tant. Ouais, tu perds le titre puis les privilèges de stationnement, mais finalement, qu'est-ce que tu perds véritablement? C'est ça. Donc, après ces événements-là, donc le Sorcerer Supreme, maintenant de la Terre, est devenu Doom. Je peux dire en partant, là, je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir lu cette série-là pour comprendre les événements de la série. On nous les met déjà en partant tout le cul dans le bec, donc c'est facile à suivre. Donc, Doctor Strange, qui maintenant se retrouve sans territoire, sans realm à protéger, décide de se retourner vers Midgard, le lieu d'où vient Thor. Il te propose en fait à Thor, son ami des Avengers de longue date, de devenir le Sorcerer Supreme maintenant de Asgard, ni plus ni moins. Et donc, c'est un peu une histoire fish out of water, donc un étranger d'un lieu nouveau pour lequel il est peu familier, pour lequel il essaie de découvrir les coutumes, parce que Doctor Strange, je crois que c'est un magicien qui a une connaissance pratiquement infinie des Mystic Hearts, est un peu dérouté par les Asgardiens qui sont littéralement des espèces de vikings, de barbares plus grands que nature. Puis ça, je dois dire que j'ai bien aimé cette énigme-là. Donc, pour obtenir le titre de Sorcerer Supreme, Doctor Strange va visiter
Hulda, qui est la chargée, la steward de la magie de Asgard, et celle-ci se fait assassiner devant ses yeux par ce qui semble être Loki, le frère de Thor. Celui-ci, par contre, promet que c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Donc, Doctor Strange embarque dans un genre d'enquête dans Asgard. Doctor Strange se prend pour Columbo dans l'univers de la magie. Avec de la magie, avec des nouveaux alliés qui sont des personnes qu'il rencontre sur son chemin, alors qu'il essaie de trouver une manière de gagner sa vie en obtenant des écus d'or. Donc, il devient magicien pour le compte des Asgariens, fréquente des tavernes. C'est vraiment une histoire d'enquête. Il devient médecin. Fait que voilà, on vous rappelle qu'en dernière... vraiment... Je veux juste faire une aparté, un petit guillemet. Il vient vraiment médecin, il fait de la clinique. Là. Oui, il fait de la clinique. Puis... Ouais, il travaille pour un Asgarien. C'est super drôle. Ouais. Donc, voilà, on rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Donc, vous n'avez pas lu la bande dessinée puis vous voulez la découvrir pour être complètement rafraîchi, avoir aucune connaissance, on vous invite à faire pause. Mais sinon, on va vous en parler en détail. On risque de spoiler. Donc, toi, Johan, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu as aimé Doctor Strange of Asgard, volume 1? J'ai bien aimé. Oui. Je peux pas dire que c'est comme... Si ça va pas changer votre vie, c'est du bon super-héros, c'est agréable, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Oui. C'est avec la bande dessinée. Volume 1, 5 numéros, ça se lit vite? Ça se lit très vite. C'est très coloré. Oui, la couleur, elle pop. Il y a des petits moments de dessin que j'étais pas sûr. Moi aussi. Ouais, que je trouve qui était moins réussi. Il y a des moments, tu sais, le méchant, on le sait assez vite. Tu sais, on le découvre assez vite. Tu sais, quand c'est comme, tada, c'était lui le méchant, le twist arrive, t'es comme, ben oui. Je veux dire, ça fait 2 numéros et demi, là, à peu près que je le sais. Oui, il y a un moment donné, d'ailleurs, il essaie de nous envoyer dans une autre direction. Puis ouais, non, je pense quand même que c'est lui. Ouais, c'est ça, ton Red Herring, non, c'est lui, on le sait que c'est lui. Oui, ça, on dit que c'est lui. Moi, j'ai bien aimé ça. Mais il y a un twist que j'ai pas vu venir, qui est Holm, je me semble son nom, celui que Doctor Strange rencontre tout de suite, qui se fait tabasser par d'autres Vikings au tout début de l'histoire, est en réalité la représentation humaine de l'arbre de la vie. Oui, Holt. Oui, Holt, c'est ça, pas Holm, Holt. Ouais. Et ça, je l'ai pas vu venir, puis ça, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé... j'adore les histoires de personnages fish out of the water qui sont comme dans un univers qu'ils découvrent. J'aime beaucoup Doctor Strange. C'est pas facile à l'écrire parce que c'est... Comment tu fais faire une histoire avec un personnage qui peut essentiellement tout exécuter? C'est quoi les règlements liés à la magie? Tu sais, c'est pas évident. Mais ce que j'ai beaucoup aimé de cette série-là, puis qui m'a surpris, puis même si je trouve que la fin est un petit peu à désirer, c'est les dialogues. Il y a des moments de dialogue dans cette bande dessinée-là qui sont excessivement efficaces et comiques. Il y a de quoi au niveau du timing. Quand, justement, Doctor Strange rencontre Holt pour la première fois, Holt lui explique que lui, oui, c'est un Asgarien, mais en fait, il n'est pas comme les autres Asgariens. Lui, ce qu'il veut, c'est écrire des histoires de comédie et de romance. Et là, Doctor Strange lui dit « Ah, tu veux écrire des comédies romantiques? » Il dit « Non, des histoires de comédie et de romance. Moi, je suis un écrivain, en fait. » Puis tu sais, c'est dans un monde où pratiquement tout le monde est un guerrier. Lui a un autre désir. Il y a un autre désir. Je l'adore, il est sympathique. Ça prend son sens, parce que je me suis posé la question, parce qu'un peu plus tard, notre méchant dit « Ah oui, tu sais... Est-ce que la télé sur Midgard, qui est de la Terre, est-ce que la télé existe toujours? Parce que j'ai beaucoup aimé la télé quand Asgard était là. Puis là, je me suis dit, mais l'autre n'a pas l'air de connaître la télé parce qu'il ne sait pas c'est quoi une comédie romantique. Puis je me suis dit, c'est-tu parce qu'il est moins intéressé par la Terre? Mais non, c'est parce qu'il vivait... Il n'est pas Asgardien. Il vivait sa vie. C'est la première fois qu'il était... Pas la première fois, mais qui est... Mais oui, c'est la première fois qu'il était lui, parce qu'il était l'arbre de vie. C'est super compliqué, son personnage, avec sa révélation. C'est qu'il était lui, mais il était Holm aussi. Puis l'arbre de vie vivait Holm et les désirs de Holm tout en étant l'arbre de vie. Il était comme 2 personnalités dans un seul corps. C'est comme si une entité cosmique extra puissante
sacrifierait son fils pour vivre par procuration à travers l'humanité. Là, c'est Jésus, en fait. C'est un peu comme Jésus, ce personnage-là. Oui, mais qui est comme plus naïf, plus... Hey! Tu sais, quand j'ai goûté de la bière pour la première fois, c'était bon. Puis là, tu sais, ils vont dans une autre taverne, puis là, mais tu sais, il dit pas ça ouvertement de même, mais c'est que tu le comprends une fois que tu sais qui est le personnage. C'est que tu repenses à tout ce que tu as vu avec le personnage. C'est comme, c'est pour ça qu'il était un peu plus bizarre, un peu plus étrange dans tout. Ouais. Parce que c'était un test que l'arbre de vie et de la mort donnait à Doctor Strange. Puis ça, j'ai trouvé ça... C'était un test pour voir si elle était... C'est un test, c'est le bout où je sais pas trop... Moi, la fin, je l'ai trouvé un petit peu mélangeante, bien franchement. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment intéressante. Le mystère est... Tu sais, même si tu vois venir, c'est qui le fameux criminel tout le long, là. La ride est le fun, c'est ce que j'essaie de dire. Mais la chute, avec le monologue du méchant qui explique pourquoi il faisait ça. Pourquoi il faisait ça? Qu'est-ce qu'il voulait accomplir? Qu'est-ce qu'il voulait au juste? Lui, par exemple, sa motivation, c'est que j'ai trouvé... Ça reste que c'est un cliché, c'est un énorme cliché. Asklak, c'est que, on va l'écrire. C'est A-S-L-A-K. Ouais, et il ne... Tu sais, il trouvait qu'il recevait pas sa juste valeur. Il était très talentueux en tant que magicien, mais elle essaie de le contrôler pour pas qu'il devienne too much. Et il était en amour avec elle, puis elle l'aimait pas en retour. C'est comme un mélange elle est en qui? Tu parles de Hulda? La guerrière, là. Ah, la guerrière, c'est Roska. Oui, c'est ça. J'ai oublié les noms. Je m'excuse. Ouais, c'est correct, je les note. Oui, Roska, puis il était en amour avec elle, mais c'était pas réciproque. Ça fait que c'est pour ça qu'il a tué l'autre amoureux de elle, puis là, finalement, ils se sont rencontrés... Puis là, ils sont tombés en amour après. Là. Ouais, là, attends, je pense qu'il faut l'histoire mettre... que... Attends, là, je suis confus. C'est confusant. Ouais, mais attends, il faut qu'on mette un peu de base, là. Faut qu'on mette un peu de base, parce que là, juste pour résumer les personnages, parce que tu fais référence à plein de personnages, mais on sait pas où on est, là. Ouais. Quand Doctor Strange arrive dans cet nouvel univers-là, il rencontre Thor, il l'envoie vers Hulda, celle qui gère la magie à Asgard, et elle a un genre d'apprenti qui s'appelle Asklak, qui... est un genre d'apprenti classique. Là, lui, il veut grandir, il veut progresser, il veut en apprendre plus. Mais c'est comme ça qu'il se présente à Doctor Strange. Mais en réalité, il est excessivement puissant. Oui. Il veut plus de pouvoir, mais on ne lui donne pas. Exactement. Ça fait que lui, là, pourquoi pas moi? Donc, lui a une copine. Puis moi, je trouve ça plate que ce soit lui le méchant parce que, ultimement, je trouvais que leur dynamique était super belle. Sa copine, elle s'appelle Roska. C'est une genre de barbare qui est excessivement plus forte que lui, qui est costaude, qui est grand, mais il y a une super de belle dynamique où elle l'adore parce que c'est son petit cutie, là, puis il tripe dessus parce que c'est sa grande guerrière. Il y a une super de belle dynamique qui fonctionne. Elle a déjà eu un copain et lui aurait éliminé son copain pour prendre sa place. C'est ça voilà. C'est ça. Et c'est une autre raison de faire tout ce qu'il fait, c'est mais elle m'aime pas, parce qu'elle l'aime pas au début. Ça prend plus de temps, c'est ça qu'on comprend. Et il doit avoir un grand sacrifice à donner à l'arbre de la vie et la mort, et son sacrifice, c'est son amour pour elle. Oui, exact. C'est pas sa vie. C'est pas sa vie, c'est son amour. Du coup, elle apprend ça comme ça, ben, c'est pas toi à sacrifier ma vie, puis tu sais, prête à se garoche sur lui pour le décapiter, puis c'est pas ça qu'il sacrifie, c'est son amour vis-à-vis elle qui sacrifie. C'est ça son grand sacrifice pour se prouver à l'arbre. Et l'arbre, lui, accorde énormément de pouvoir parce que il est pas là pour juger les choses des hommes. Il veut voir des grands sacrifices, des grandes décisions, pour voir qu'est-ce qu'il devient. Que tu sois bon ou méchant, ça l'importe plus. C'est pas des considérations qu'il y a. Non, parce que ces considérations sont énormément plus complexes que qu'est-ce que nous... je voulais dire mortels, mais c'est Asgard, donc pas tant mortels, c'est des dieux. Mais... Moi, j'ai full aimé, je vais me répéter, j'imagine, mais le fait que Doctor Strange essaie d'apprendre à vivre dans ce monde-là qui n'est pas le sien, qui est... Il y a quand même quelques avantages, là, parce qu'il vient d'un... C'est un monde où il y a la magie, les elfes, les trolls, tout ça existe. Fait que lui, il est au courant de ces créatures, de l'existence de ces choses-là. Il part pas à zéro. Mais j'aime que ses pouvoirs magiques sont ajustés pour la Terre. Ils sont pas ajustés pour Asgard. Il peut encore faire des spells. Il peut encore faire de la magie, mais ils sont pas aussi puissants.
Oui, puis il perd de plus en plus sa magie. Plus il reste là, plus il perd de sa magie parce que il doit se connecter à la magie de Asgard et de faire un genre de rituel. Puis c'est ça. C'est ça. Et ce que j'aime, c'est qu'en partie, t'as lui qui enquête sur qui essaie de l'éliminer, qui a tué Loki, qui a poussé Loki à tuer Hulda, et en parallèle, lui qui essaie de juste créer un genre de rituel pour s'aligner avec les pouvoirs magiques d'Asgard. Il méritait le titre de Sorcerer Supreme asgardien, tu sais. Puis en même temps, il fait confiance à Loki, qui est quand même... Ouais, qui est un enfant de chaîne, là, mais... Puis en même temps, Ah mon Dieu, j'ai oublié ce que je veux dire. En même temps, il peut pas aller voir Thor pour lui expliquer pourquoi ce truc-là, pourquoi Loki aurait tué Hulda. Fait que le monde, à un moment donné, il pense que c'est lui le responsable. Fait que, tu sais, ça a l'air, il y a beaucoup de choses. Puis en 5 numéros, je trouve qu'au niveau de la répartie puis la division de l'édition de l'histoire, ça fonctionne plutôt bien. J'ai été surpris. Oui, puis, tu sais, sa décision de pas d'aller voir Thor, ça vient vraiment d'une place où c'est que c'est peut-être la dernière chose que, tu sais, Thor va peut-être finalement complètement abandonner Loki s'il entend ça. Ce que je voudrais dire à Doctor Strange, non. Thor va toujours finir par pardonner Loki. J'ai pensé la même chose. J'ai fait, ouais, t'as raison, mais est un peu faible. C'est louable que tu as pris cette décision-là. Et c'est ce qui fait qu'il devient sorcier suprême de Asgard. Parce qu'il s'est prouvé à l'arbre, il a pris les bonnes décisions. Puis là, la BD finit, puis en disant littéralement, je m'en vais péter la gueule à Doctor Doom parce que je vais aller leur chercher mon titre. Exactement. Mais ça fait très lutte. Je sais que tout revient à la lutte, mais c'est comme quand quelqu'un perd la ceinture intercontinentale, puis pareil. Là, pareil. Tu sais, il était dans Raw, puis là, il s'en va à SmackDown pendant un bout de temps pour essayer de regagner, puis là, il regagne une ceinture à SmackDown, c'est que là, il revient à Raw pour reprendre sa ceinture de la personne qui... Je sais pas, ça revient à la lutte. Je comprends, c'est comme quand MJF il a perdu sa ceinture, puis il a essayé d'en avoir une autre pour pouvoir... C'est ça. Ouais, je comprends. Je pense que je catch. Mais, tu sais, c'est très comic bookien, là, c'est des codes très comic bookiens. J'aurais vu... Tu sais, je pense que j'ai plus de love pour la BD que la BD le mérite. Puis il y a des scènes que, comme toi, j'avais de la misère à comprendre. Les scènes de combat, là, quand il y a plusieurs personnages à la fois, excessivement difficiles à s'y retrouver. Ouais. C'est très pic-pic par moment. Mais d'autres moments, c'est hyper appliqué. Il y a une séquence où Doctor Strange retourne sur Terre, il y a un parapluie, il est à New York, il est dans une rue. Super de belles pages, il est dans Greenwich Village, il retourne vers le Sanctum Sanctorum, il y a un parapluie parce qu'il pleut. C'est une super de belle case. Mais il y a d'autres moments moins contemplatifs où, au contraire, c'est très agité. Écoute, il y a des séquences où tu as un personnage, puis autour, on a comme une espèce de spirale d'autres ennemis autour d'eux. Il n'y a rien dans le mouvement qui nous fait comprendre ce qui se passe véritablement. Tu sais, des fois, tu peux sous-entendre quelqu'un essaie de faire un coup d'épée ou d'éviter un mouvement. Il n'y a rien de ça. C'est très, très mélangeant. La BD est forte, en fait, quand elle parle. Oui, vraiment. Je pense que c'est mon pire design pour Loki. Je le trouve pas beau comme ça, Loki. Je l'aime plus grand et lancé, tu sais, plus classique, là. Là, c'est comme... Il a l'air plus jeune, surtout que Thor est rendu roi. Donc, j'aurais aimé ça, un Loki un peu plus vieux. Mais bon, c'est du nitpicking aussi. Mais ouais, beaucoup de moments comme tu dis, pendant les batailles, tu reconnais pas les personnages, tu sais pas qu'est-ce qui se passe réellement. Il y a un super de bon moment que j'ai aimé, même si c'est un peu brouillon par moment, c'est quand ils vont chercher le troll noir, puis qu'en fin de compte, puis ils s'en vont là pour le tuer, le troll noir. Mais à cause de tout ce qui se passe, ils finissent par se battre ensemble et devenir amis avec le troll noir. C'est quelque chose d'intéressant, même dans cette scène-là, d'humaniser les trolls. Puis je pense que ça se veut aussi une séquence humoristique parce que pour compléter
Le spell, voyons, j'ai des mots en anglais. Le rituel. Le rituel, le sort pour pouvoir devenir... pour s'attouner avec la magie d'Asgard. Il doit avoir le crâne d'un troll noir. Et finalement, il rencontre justement, comme tu dis, une troll, finissent par s'allier, puis ils deviennent amis, mais quand ils se font réattaquer, la première chose que l'ennemi fait, c'est couper la tête du troll. Fait que quelqu'un finit par s'en emparer, puis il l'amène. Fait que, oui, ils ont un troll, mais ça reste le troll de la troll avec qui ils ont eu un lien, puis ils ont mangé, puis ils ont festoyé. Fait que il y a comme un niveau d'humour, des fois, qui revient, mais qui est très subtil. Tu sais, à un moment donné, quand je pense que c'est dans l'auberge, Holt dit à Doctor Strange, ouais, cet établissement-là est dégueulasse, c'est comme une des pires bières que j'ai jamais bu, ça donne mal aux yeux quand tu prends une lampée, c'est vraiment le pire des établissements. Puis là, t'as juste le propriétaire de la place, hey, salut Holt, hey, salut, tatata. Puis, tu sais, il y a ce genre de moment-là où l'humour comme pop vraiment beaucoup plus. C'est des petites pointes de temps en temps, il n'y en a pas trop, mais je trouve que ça fonctionne quand même bien. Fait que je l'ai pris comme une blague, l'affaire du crâne, comme d'autres blagues. Ça fonctionne bien. Ça marche bien. Puis, à ce moment-là, c'est drôle, c'est un des premiers indices que Holt n'est pas qui il est. Ouais. Parce que quand ils vont pour quitter, il dit « V'là de l'argent pour nous avoir aidés, puis v'là d'autres pièces d'or pour quoi que ce soit que Holt va boire pendant qu'on n'est pas là. Uh-huh. » Et l'aubergiste dit « Qui? » Mais pourtant, ils se connaissaient il y a 5 minutes, il y a 5 secondes. Puis là, tu comprends, OK, c'est qui Holt? Il est pas qu'est-ce qu'il dit. Je pensais que ça allait être lui, en fait, le criminel, mais en même temps, je me disais non, parce que c'est tellement trop évident qu'ils peuvent pas nous le mettre comme tout cuit comme ça dans le bec. Puis finalement, c'est la deuxième réponse qui est tout aussi évidente. J'ai pas été surpris à la fin, tu sais. Puis ils ont essayé de faire du red herring, puis ça n'a pas super bien fonctionné. Puis souvent, c'est pas ça qui est important d'une bonne histoire. Non. Il y a plein de super de bonnes histoires que dès le début, t'es comme « Ah ben oui, c'est lui le tueur. Mm-hmm. Mais c'est le récit, c'est l'aventure, c'est se rendre à ce point-là qui rend ça intéressant. Exactement. Là-dessus, moi, j'ai eu du plaisir. J'ai vraiment eu du plaisir. Je sais pas s'il y a un deuxième volume en préparation ou qu'importe, mais je serais full down depuis que j'ai lu celui-ci pour continuer à lire les aventures de Doctor Strange à Asgard. Oui, moi aussi. Yep. Puis ça m'a amené plein de questionnements parce que la BD finit, non seulement il s'en va se battre contre Doctor Doom, mais Loki vient tuer Thor, encore. Ça, c'est le seul moment que j'ai eu un genre de what the fuck. Ouais. Parce que c'est annoncé à travers des bulles de narration. Ouais. Et habituellement, tu as ça, fait référence à tel numéro, vraiment... aller lire telle chose pour comprendre, puis c'est souvent de l'explication supplémentaire. Mais là, on s'entend, c'est quelque chose de massif à la toute fin du dernier numéro de la série. Fait que de quoi qu'on parle, là? Je pense qu'on aurait dû au moins nous le présenter. Là. Tu peux pas nous envoyer ça à la fin du genre « Et les enfants seront sauvés par mots ». C'est comme l'épisode de Simpsons où il s'en crisse, en fait, comment ça se résolut. Ce bout-là, ça m'a vraiment mis en crise. C'est comme autant que le reste du récit tenait ça, j'étais hey, voyons non, c'est quoi ça? Mais je te dirais c'est du bon marketing. C'est du bon marketing. C'est une façon de te dire oui, je le sais. Sauf que tu dis OK, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait que tu le lis. Mm-hmm. C'est du bon marketing. C'est du bon marketing. En tout cas. C'est pas de la bonne écriture, c'est du bon marketing. Ouais. On va lui donner ça. Est-ce que tu conseillerais Doctor Strange of Asgard volume 1? Oui. C'est très agréable, c'est le fun, c'est beau, c'est plein de couleurs. C'est des fois, tu sais, ça tombe un peu dans le tu sais, je me suis fait avoir. Pas de grave, j'ai un sort. Tu sais, puis tu sais, ça sort de nulle part, puis c'est correct. C'est le fun. C'est une belle aventure. J'ai eu du fun aussi. Oui. Pas une grande BD, mais j'ai eu plus de fun que je pensais. Oui, moi aussi, c'est ça. C'est le genre de... C'est ça. C'est le fun. C'est le fun! Hey, Yoann, j'essaie de faire un calcul. Dans 2 semaines, t'es pas là. Le 8, tu vas être T'es-tu en repérage? Qu'est-ce que tu t'en vas faire? Je m'en vais au Nouveau-Brunswick en repérage. En repérage, parce que je regarde, ça veut dire que si le 8, t'es pas là, tu vas être de retour pour le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants. Ça va être le 22. Ben oui, c'est dans la semaine, 2 semaines après. Donc, on va Qu'est-ce que vous allez faire sans moi? Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Il va falloir que je détermine. Il va falloir que je regarde c'est qui que je demande d'être là. Faut pas qu'il soit meilleur que moi. Ah, ben là... Mais ça, c'est impossible. C'est impossible. Je suis merveilleux. Ça. Exactement.
Fait qu'on se revoit le 22 pour le spécial New One. Sinon, vous autres à la maison, on se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Ciao. Ciao, ciao!